Bienvenue dans l'émission Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière. Quand on faisait la spéciale 75 Paris, première partie, j'ai dit que la deuxième partie n'arriverait pas la semaine d'après parce qu'aujourd'hui, on fait une spéciale Free Six Mafia et que c'était déjà programmé ce jour-là. Et pour ça, j'ai une personne bien spéciale qui est venue, donc je ne pouvais pas déprogrammer. Et en plus, avec l'actualité triste qui est arrivée là récemment sur Nipsey Hussle, tout le monde m'a dit oui, il faut que tu fasses une émission spéciale Nipsey Hussle. Donc ça sera fait, mais pas tout de suite. Et donc là, tout de suite, aujourd'hui, c'est spécial Free Six Mafia. C'est une des plus grosses demandes que j'ai eues, je dois l'avouer, sur les réseaux sociaux. Tout le monde me disait quand est-ce que tu fais le Free Six Mafia. Et pour ça, j'ai un invité, une personne qui connaît très très bien l'histoire de Free Six Mafia. Cette personne s'appelle Sinixta. Comment tu vas ? Je vais très bien. Je vais très bien d'ailleurs. Voilà. Salut à tous. Donc toi, c'est un de tes groupes préférés ? Oui, je suis tombé dedans il y a très longtemps en fait. C'est quand j'étais à Memphis en fait. Parce que j'étais à Memphis en 95, été 95. Ah ouais, 95. Donc à l'époque, j'avais tourné pas mal, New Orleans, Houston, Jackson, comme tu avais été aussi. Un peu plus tard, 98. Toi. 98, ouais. Et donc ouais, j'ai découvert en fait, alors pas à Memphis, j'ai découvert à Denver. Ok. À Denver, Colorado. J'avais vu cet album en fait, Mystic Styles, dans plusieurs villes et la couve m'avait intrigué. Et j'ai écouté et je me suis dit, ces gars-là, soit ils seront à jamais inconnus, soit ils se deviendront des superstars, je m'étais dit à l'époque. Ouais. Et c'était vraiment un ovni. Donc t'as accroché directement. Directement, ouais. Okay. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs ? Yes, tes différentes activités. Yes, Sinixta, donc Murder Dog Magazine, légendaire Murder Dog. Important, Murder Dog, voilà. C'est à l'époque où il y avait les magazines papier. Qui a beaucoup mis en avant justement tous les Six Mafia, voilà, au cours des années. Tout le rap qui était gangsta, entre guillemets. De la Bay Area, voilà, c'est Valero, Ivory, que ce soit de la West Coast ou même du Sud, mais à chaque fois, il fallait qu'il y ait ce truc gangsta pour être en couverture quand même. C'est ça. Donc Murder Dog, c'est un magazine très important. Donc, c'est ça. En gros, tu bosses. Voilà, je travaille pour Murder Dog et pour Murder Master Music Show, qui est un show à Chicago, GS Radio. Okay. Donc en fait, Scott Bejda fait partie de Murder Dog Magazine. Et donc en fait, on est en lien, on fait la version audio de Murder Dog, en fait, en audio. Donc on a pas mal de choses en place depuis quelques années, quoi. Ce qui fait que tu es pointu, tu es un connaisseur, un fin connaisseur. Je suis Kramen Memphis depuis 95, quoi. C'est un truc de malade. Avant, parce qu'il y avait de Ball, MJG, tout ça. Mais vraiment... Memphis, tous les Six, tout ça. Ok. Free Six Mafia, Tear the Club Up. Un morceau incroyable qui faisait sauter les gens un peu partout. T'as une anecdote à nous balancer un peu sur ce morceau ? C'est le sample des Feux de l'amour, quand même. Je l'ai pas reconnu alors que je suis un grand fan des Feux de l'amour. Les samples de Feux de l'amour. Alors ce morceau est particulier parce que c'est ce qui les a fait connaître et c'est le premier morceau, on va dire, crunk. Enfin, ce qui s'appelait Getbox Sound en fait à Memphis parce que leur style à eux, c'est le Getbox Sound. Et donc, ce son-là faisait rendre fou la plupart des clubbers. Ils cassaient tout. Ils se tapaient dessus, etc. Le crank. Voilà. Et ils étaient bannis des clubs. Donc souvent, un peu comme à la NWA ou il y a Fuck the Police, ils passaient ce son-là, on leur avait interdit de le faire, puis ils le faisaient quand même. Et à chaque fois, ça partait en vrille. Voilà. Ça me rappelle tout Live Crew aussi. Il faut savoir qu'à Memphis, il y a des clubs très importants, c'est le club No Name et Club Expo. Qui sont en fait les premiers clubs où DJ Spanish Fly qui a commencé en fait le Getbox Sound avec SMK, avec G-Style, avec Peritoni, Getbuck, Gangsta Walk, tout ça. Enfin, tous ces sons là où ils ont commencé la Gangsta Walk. Donc là, on est en 87-88 où DJ Spanish Fly a commencé en fait ce son là à Memphis. Et avant, c'était beaucoup plus les sons club à la Mantronix, à la Straff et tout ça. Et ça a dérivé en fait vers les... Il y avait Studio G à 380 Bill Street, qui là a été démoli il n'y a pas longtemps. Justement, des jazzers qui en parlaient. J'ai vu la photo. Voilà. J'ai vu ça récemment sur Instagram, là, il y a une semaine ou il n'y a pas longtemps, j'ai vu la photo. C'était horrible. Il y avait la moitié du bâtiment, des trucs comme ça. Et les 380 Bill Street, en fait, c'était le Mohamed Ali théâtre avant. Ok. Voilà. Pour l'anecdote. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les débuts du groupe, le début de Free Six Mafia. Parce que Free Six Mafia, je vais dire la vérité, pour des gens qui ne connaissent pas précisément le groupe, qui l'écoutent en largeur comme moi j'écoute, c'est un bordel.
Ouais, Quand je dis c'est c'est un très bordel, compliqué, ouais. il y a énormément de noms. C'est Des ça. gens qui passent, qui rentrent dans le groupe, qui sortent, d'autres qui viennent, qui remplacent, truc. En plus de ça, il y a des gens qui sont autour du groupe, qui n'ont jamais été dans le groupe, mais on a l'impression qu'ils sont dans le C'est groupe. ça. Donc, il faut être clair. Au début, il y a qui? Au tout début, Ouais. alors c'est... Déjà au tout début, c'est DJ Paul et Lord Infamous qui sont à South Memphis. Et ils s'appellent pas encore Foo Six Mafia, il me semble. Non, ils ont un groupe qui s'appelle The Serial Killers. Ok. Serial Killers. Et leur premier album, c'est Portrait of a Serial Killer en 92. Ils ont même fait la première partie de Gangsta Nip à l'époque. Ok. Ils étaient fans de Gangsta Nip et des charmes. Grande figure du Sud. Donc eux, c'est South Memphis. Et donc DJ Paul, il a le DJ Paul Plays House. Il a plusieurs clubs, un à Westwood, qui est un quartier, et à South Memphis. Donc, il a quel âge à ce moment-là pour il avoir a, tous ces clubs? alors ce qui est fou, c'est qu'au tout début, quand il a commencé le son, il a 14 ans. Il a enregistré dans la chambre à sa mère, par exemple. Il devait sortir un à un pour enregistrer. C'était tellement petit la cabine d'enregistrement. Donc il a 14 ans. Il a même appris, même DJ Spanish Fly savait qu'il était bon en production. Et DJ Paul a appris même certains pour produire, tu vois, du son à Spanish Fly. C'est ça qui est étrange. Ok. À 14 ans. Ok. Voilà. Donc d'un côté, il y a DJ Paul donc, qui offre sur South Memphis. Et à North Memphis, tu as Juicy J avec D-Magic. D-Magic qui est un des anciens en fait, DJ qui était pareil au Club Expo, au Club No Name, qui sont les clubs les plus importants. Et tout la 180 Bill Street, donc Studio G, qui est c'est le Death Trap, quoi. Ça craint vraiment. Quoi. Le Club No Name, moi quand j'y étais, 95, ces clubs étaient presque en fermeture. Ok. Tu vois, c'est... Donc Juicy J, D-Magic et Project Pat, qui est son frère. Le grand frère de Juicy J. Voilà, qui est le grand frère. Donc eux, ils n'avaient pas de groupe, mais Juicy J, en fait, scratchait, il était très bon et il ouvrait les sets de Al Capone. J'ai eu peur. Voilà. J'ai entendu Al Capote là, dans ma Al tête. Capone, non. Voilà. Et en fait, de Memphis. Voilà. Voilà, Et Crunchy Black, en fait, était, parce qu'il faisait de la gangster walk. La gangster walk, c'est une danse particulière de Memphis qui est devenue populaire, enfin, par certains côtés, par Lil Buck, qui même transportait à l'opéra et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc Juicy J, donc il était DJ donc pour Al Capone à un certain moment, puis il était très bon au scratch, DJ Paul aussi. Okay. Et donc il a rencontré Al Capone et tout ça, et il demandait même s'il pouvait passer ses sons dans ses mixtapes. Même il y a une anecdote d'Al Capone où il dit qu'à un moment, il m'a raconté ça dans une interview, où en fait il dit que DJ Paul, il devait, Al Capone faisait un set, un show. En fait, DJ Paul était encore très jeune à l'époque. Il faisait un show dans une école, dans un school, ça se faisait couramment à l'époque. Et il voit quelqu'un donner un coup à un autre, puis se cacher. Et puis refaire la même chose à un autre. Et en fait, c'était DJ Paul. Et après, là, quelqu'un l'a vu et il a tapé. DJ Paul faisait ce genre de coup avec le DJ Lil Arm, on connaît. Petit bras, comme dit T-Rock. Voilà. Mais non, c'était juste pour préciser aux gens que Al Capone, Scarface Al Capone, c'est quelqu'un de très important à Memphis qui formait le duo avec Scarface. Scarface, il n'y a pas de R, c'est pas Scarface. Donc Scarface Al Capone, c'est en toute l'époque OTS Records, donc On the Strange Records, qui est très important localement. Le label de Reginald Boyland, qui en fait, il y avait Al Capone faisait partie de Man of the Hour, il y avait DOA c'était Able MJG à l'époque, et tous se regroupaient, Gangsta Pat, Psycho, Psycho as a Charge Partners, et DJ Paul et DJ Paul et Lord Infamous, ils venaient, mais ils étaient tout jeunes, ils avaient 13-14 ans, ils étaient fans de Al Capone, ils étaient fans de Al Capone, c'était Gangsta Pat qui régnait en fait, puisqu'il avait signé un deal en 91. Ouais. Donc c'est... Ok, mais tout ça c'est important de préciser pour les auditeurs qu'à ce moment-là, New York contrôle le rap américain, la West Coast, répond très bien, donc vend beaucoup de disques aussi, donc c'est East Coast, West Coast, et dans le sud, il y a Luke de Two Life Crew à Miami, et il y a Rapelot à Houston, et c'est assez vierge en fait le reste, et là Memphis, il y a 8Ball et MJG qui font leur truc, qui commencent à vendre des disques sérieusement, mais le reste, ça reste très local Memphis à ce moment-là. Justement,
c'est ça qui est marrant, c'est que Selecto Hits, qui est le label de Memphis, créé par Johnny Phillips, et en fait, à la base, c'est le label créé par... donc c'est tous les labels de Memphis, Jerry Lee Lewis et tout ça, des années 60, a signé Mystic Styles. Okay. Donc premier album de Mystic Styles, premier album de 36, c'est Selecto Hits, donc label indépendant, et le premier album d'Edball MJG, enfin l'album Serve House, c'est Community Hard, qui est très important à Memphis, première cover par Pixel, dont Aaron Brosh, qui est le frère de Sean Brosh, était le patron, en fait, au tout début, il était le patron de Rap-A-Lot, mais après il est parti pour des ententes. Okay. Et donc en fait, voilà, Mystic Styles, ça a été le point de départ vers une autre gloire, quoi, tu vois, par la suite. Mais par exemple, une anecdote, c'est que Lord Infamous a découvert Crunchy Black. Ils se sont rencontrés dans le bus, ils étaient dans la culture de Los Angeles, justement. Ils avaient des Chuck Taylors, ils avaient des Blue Dickies, et ils se sont reconnus comme ça. Okay. Donc au tout départ, en fait, c'est Backyard Posse. Donc Backyard Posse, c'est Homicide, Nigga 9, c'est Juicy J, DJ Paul. Et là, on est quand DJ Paul et Juicy J se rencontrent. Et donc là, c'est Backyard Posse. Et donc dedans, t'as plein d'autres groupes, ils ont signé plein de gars, comme, on va dire qu'ils ont fait plein de tapes pour eux. T'as Carmike, Lil Jean, tu as Coopstar, qui après intégré, qui venait du Texas, qui a été découvert par MC Mac, MC Mac de Killa Kankase, K-Rock, Rest in Peace d'ailleurs, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Donc il y a énormément de groupes, il y a énormément de... Là, ça fait c'est beaucoup de noms, c'est beaucoup. Beaucoup de sous-groupes dans le sous-groupe du groupe qui allait devenir le groupe. C'est ça. T'avais Carmike, t'avais Lil Jean, t'avais Lil Noid, t'avais plein de gars qui ont disparu par la suite, mais qui étaient sur les 666 Mafia Tapes. T'avais Lil Glock and SOG. Okay. Et tous ces types-là, tu les retrouves dans certains Underground Volume 1, 2 et 3 par la suite. Donc là, on avance. On sent déjà que DJ Paul et Juicy J, c'est quand même le socle en vérité du groupe. Et on arrive jusqu'à ce premier album, Mystic Styles. Là, à ce moment-là, ils sont combien? Il y a qui? Et parce que là, c'est le premier album de 36 Mafia, sous le nom de 36 Mafia. Il y a qui dedans à ce moment-là? Alors, DJ Paul, Juicy J, Lord Infamous, qui a créé en fait le nom 666 Mafia dans une des rimes de Backyard Posse. Dans une des rimes de Backyard Posse, il dit 666 Mafia, et DJ Paul se dit ça serait bien comme groupe. Et puis ils ont tous ce côté un peu sinistre, un peu dark. Voilà. Et Gangsta Boo, au tout début, faisait croire dans son lycée qu'elle faisait partie de 36. Elle avait 14 ans. On va parler de Gangsta Boo tout à l'heure. Après. Mais Gangsta Boo n'est pas dans le groupe. Sur Mystic Styles, si. Non, alors, mais elle ne fait pas partie du groupe officiellement. Si. Moi, j'ai vu une polémique où elles disent ouais, ils m'ont retiré de la pochette. Oui, exactement. En fait, oui, elle est officiellement elle est dans le groupe, mais sur la cover, elle n'y est pas. Et de toute façon, ils sont tous. Tu as DJ Paul qui est cagoulé, tu as Crunchy Black qui est masqué. Pourquoi ils ont mis des masques? Bon, la petite histoire, ce serait DJ Paul disait que Crunchy Black était recherché à ce moment-là. Ça pouvait être que ça. Était recherché à ce moment-là, et donc ils ont mis des masques. Bon, bien que Juicy J, Lord Infamous soit un visage découvert. Quoi. Ouais. Mais Gangsta Boo, elle est en rage un peu de ne pas être sur l'album, enfin de ne pas être présente en photo. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, il voulait peut-être pas passer, il voulait passer pour un groupe en gangsta et une fille en plus. Mais par la suite, après, elle était dans. Franchement, elle est gangsta. Hein. Mais bon. C'était une tomboy à l'époque, elle s'habillait vraiment. Mais elle a quand même 14 ans à l'époque. Quoi. Ouais, bon, ils sont tous jeunes. Hein. Ils ont tous à peu près 16-17 ans. Mais donc, voilà, ce groupe-là, 36 Mafia sort son premier album. Est-ce que, après toi, comme tu disais, tu l'achètes quelques mois après la sortie? Ouais. Tu l'achètes là-bas? Il est sorti le 25 mai 95 et je l'ai acheté en juillet, en fait. Toi, quand tu l'achètes, tu m'as dit que tu l'as acheté à Denver? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, tu peux pas te rendre compte de la ferveur à Memphis même. J'ai été à Memphis à ce moment-là, mais je découvrais, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu ne pouvais pas sentir une ferveur ou quoi. Mais bon. Mais j'ai ressenti dans les clubs, parce que j'étais dans les clubs à l'époque. Et mais tu n'entendais pas encore tous les six, tu entendais d'autres groupes anciens. Oui, c'est normal. Tu avais Spanish Fly et d'autres gars. Mais voilà. Mais en tout cas, quand toi, tu rentres en France avec ce CD-là. Déjà, je mettais dans la voiture et les basses. On pensait que j'avais un sound system de. De toute façon, les mecs du Sud, c'est fait pour ça, leur musique. Mystic Styles, c'est vraiment
un album rempli de basses énormes. C'est les basses Ouais. continues de Memphis. C'est particulier parce que les basses s'arrêtent jamais, quoi. Elles montent, elles descendent comme dans Tada Club Up, on entend. Elles Mais montent, est-ce descendent. que tu le fais écouter à tes amis en France, cet album? Moi, c'est très important, c'est ça que je veux savoir. Ben, j'ai Toi, fait tu fais écouter, mais ils étaient... Est-ce qu'ils comprennent? Non, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. On est bien en 1995. C'est ça. Ah, là, Les faut Royal savoir. Flanks Screwed, le Tongue Twisting, enfin, il y a tout ça. 1995, je crois que c'est le premier album de Jay-Z, un truc, ou le Mhm. premier Biggie, ou le premier Jay-Z, on est là-dedans, on est dans cette ère-là. C'est Death Row Ouais. sur la West Coast, et c'est Bad Boy. Et je parlais juste, sur la j'avais East oublié de Coast. préciser tout à l'heure, Mhm. tu parlais de Luke. Indoji, qui par la suite avait un album Angel Dust chez Hypnotize Minds, était signé chez Luke au début. Ouais. Et il s'appelait Indo Handle Blunt. C'était un groupe en fait qu'ils avaient ensemble. Donc Ok. ils avaient une petite place dans le Ouais, South. à non, Miami. mais de toute façon, Luke, il a ouvert les portes. Il n'était pas qu'à Miami, il signait des gens de Houston, des gens de partout, même des gens de New York. Il a signé Professor Griff de Public Enemy, les gens ont oublié. Mais quand il quitte Public Enemy, il sort son solo chez Luke Records. C'est impensable quand tu sors de Public Enemy, de Rap Conscient, tu signes sur le label du groupe de rap porno. Tout live crew. Mais petite C'était anecdote, n'importe mon quoi. ami Dynasty, il va acheter chez Luke ses albums. Il aime la Miami Bass. Voilà, Tu vois. Moi, c'est la Miami Bass, c'est C'est magnifique. Peace, Love and Having Fun en même temps. Voilà. Mais oui, précisons qu'il y avait Coopstar Knika Mhm, sur Mystic Styles mhm. et qui est en croix en fait, qui est crucifié en fait. C'est des- Qu'on retrouve après sur Unbreakables, qui est absent mais en fantôme. Moi, c'est pour ça que je te pose la question. Quand tu viens, tu rentres en France avec Ouais. le premier album de Free Six Mafia, je te dis, est-ce que tu fais Je crois que je le fais pas à écouter, tes même. amis, est-ce que tes amis aiment ou tout ça? Parce que moi, personnellement, Free Six Mafia, Ouais. quand ça arrive, pas Mystic Styles, je Ouais. découvre ça un peu plus tard en fait. Moi, Ouais, j'achète Clears, j'achète beaucoup les magazines américains à ce moment-là. Source XXL. Voilà. Et il y a les pages de pub. Et quand je vois ces pages de pub, je me rends compte quand même que c'est Pen and Pixel. Sans savoir que C'est c'est ça. le nom, je reconnais le style parce que je vois les pages de pub des pochettes de No Limit ou de Cash Money ou 8 Ball et MJG ou bref, je vois. Donc je reconnais un peu le délire et tout. Donc je me dis, et j'aime bien No Limit et Cash Money à ce moment-là. Donc je me dis, ah, ça doit être dans le même style. Mais il y a tout ce côté Free Six Mafia. La mafia du diable, le truc, tout ce côté C'est un un peu devil shit, morbide et tout, qui fait que j'y vais pas directement. Mhm. Moi, ça m'attire pas en fait. Et jusqu'à cet album où il y a Sipping on Caesar, tout ça, machin. Bon là, Côté Pimpin. là, c'est bon, ils m'ont attrapé. Mais pendant un long moment, moi, je me dis, ah, c'est trop horrorcore. Mais pour c'est moi. l'équivalent de Season of the Sickness de Blaza Lynch, Mhm. version Memphis, tu Moi, vois. C'est moi, à peu près la même chose. J'ai hein. des débats avec mes fans de West Coast tout le temps sur Brother Lynch. Moi, j'ai jamais aimé. Ouais. Tu vois, et ils me disent, t'es malade. Pour moi, c'est le meilleur album. C'est un Season. génie et tout. Machin. Mais moi, c'est tout ce côté diabolique qui m'a toujours repoussé et tout ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment. Mais moi, en tout cas, Free Six Mafia, c'est ce qui fait que j'y suis allé plus tard. Mais Mystic Style, c'est pas une cover, justement, Pen and Pixel. C'est une petite boîte, Mais c'est Mais c'est CMYMK. démoniaque. C'est Live Rap qui a commencé Pen and Pixel. Et alors, pour la petite histoire aussi, je me suis occupé de la galerie, justement, Pen and Pixel, Bien qui sûr, était là. On s'est croisés. Avec, on a amené Sean Brock de Pen and Pixel Graphics pour la galerie, avec Reebok, Megastore. Ouais. Donc je m'occupe aussi de Pen and Pixel Graphics pour la promo et tout ça, quoi. Mhm. Donc, Très bien. donc c'est comme ça qu'en fait j'ai voulu aussi aller aux États-Unis parce que j'étais cramé de Pen and Pixel et j'ai vraiment voulu aller voir les studios, enfin Pen and Pixel, etc. à Houston. Et c'est comme ça que j'ai mis un pas dans la porte, Ouais, je vois. une foot in the door. Toi, tu es un Comme jusqu'au boutiste. 36 disait, avant on avait le pied dans la porte, maintenant on est à la table. Ils sont installés, ça aussi. C'est beau. En tout cas, voilà. Ils sortent ce premier album et font des bons chiffres pour des 100 000. indépendants. Voilà, c'est énorme quand tu es indépendant, tu gagnes vraiment de l'argent. Après, t'as pas ta plaque de disque d'or. Le disque d'or, il a 500 000 exemplaires, mais c'est très encourageant. C'est World of Nation qui a fait Gold, The Hand a fait, bon, on en reparlera. The Hand a fait les moins bonnes ventes, aussi peu que Last Walk. Last Walk, c'était un flop. Hein. Oui, ça va. Mais on en parlera après, beaucoup plus tard. Après. En tout cas, ça serait bien qu'on écoute un morceau, justement, tiré de cette période-là, des débuts. On va écouter le morceau Fucking With This Clique, qui est tiré de l'album. Bah, Mystic Styles, toujours. Voilà. Et donc, il y a un sample dedans de Brain Scan. Et Brain Scan, c'est un film d'horreur, en fait, où il y a Edward Furlong, donc celui qui jouait le jeune Connor dans Terminator 2.
Ok. Et donc, c'est un petit film de série B. Et donc, tu as Brent Scan en fond musical de piano. Moi, donc, on est déjà à l'ambiance. Moi, les films d'horreur, c'est compliqué. Et c'est Point Blank où il a samplé, DJ Paul a samplé les refrains, les sons de Point Blank. On entend Point Blank, en fait, qui est avec Carino, Gangsta Nip, South Park Coalition. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un album qui est leur premier succès, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je parle bien sûr de l'album World Domination. Yes. Voilà. Ça, c'est Pen and Pixel, la pochette. C'est Pen and Pixel. Voilà. Ouais. Moi, je crois que c'est la première page de pub que je vois vraiment dans The Source. C'est Relativity. Hein. Ouais. Donc, ils sont signés chez Relativity. Ils passent de Sony, où ils sont chez Prophet. Alors, justement, il y a toute l'histoire avec, je voulais parler de ça, de Nick Jackson. Nick Jackson, c'est Nicky Scarfo, qui est décédé il y a quelques temps, qui, en fait, a financé déjà des clubs à DJ Paul. Il a financé des... C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, mais il a quel âge pour avoir tous ces clubs? Ok. Il était plus âgé. C'était un dealer là-bas, Nick Jackson. Et donc, il a financé Prophet Entertainment, qui est le premier label, donc DJ Paul, et Juicy Gene et Scarfo. Nick Jackson, il est crédité donc dans The End et dans les albums suivants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé en prison. Et donc, peu de temps après, alors que Nick Jackson, il faisait tout pour essayer de les faire évoluer. Il appelle, quand il est en prison, il se lie avec quelqu'un qui connaissait Fab Five Freddy. Fab Five Freddy qui s'occupe d'MTV Rap, YOTV Rap, qui est animateur. Qui avait signé Close Conflict. Il voulait signer un groupe du South, à la Wu-Tang, à la South. Et donc, ils voulaient signer 3-6, mais comme ils étaient chez Selecto Hits, ils n'ont pas pu le signer, sinon ils s'en sont retrouvés avec ce label-là, quoi. Donc ça, c'est pas fait. Et donc, ils signent chez Relativity, et de là, tous les groupes qui sont chez Prophet, en fait, ils les mettent sur Hypnotize Mind, sans rien dire à Nick Jackson. Donc, Hypnotize Mind, qui est le nouveau label. Le nouveau label. De 3-6 Mafia, de DJ Paul et Juicy J. C'est ça. Donc, Nick Jackson, après, leur fait un procès, et donc il y a pas mal d'histoires dessus. Ok. Et bien sûr, ils font semblant de ne jamais avoir entendu parler. Voilà, ils font semblant de ne pas entendre parler. Il est en prison, il a pris une grosse peine. Mais il sort en 80. Donc il sort, sans rien dire. Il sort, il va les voir, et ils sont très étonnés de le voir sortir. Surprise. Et puis, surprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils font comme si tout allait bien. Non, tout va bien. Mais dès que Nick Jackson, il va un peu dans la pièce à côté, il part dans son dos, il l'emmène sur son tour, sur leur tour, World Tour. Et après, justement, ils le mettent de côté, et là, ils s'arrangent pour le mettre vraiment. Ça nous rappelle un peu Defro et Ario. Mais en gros. C'est un peu les techniques aussi où ils ne payent pas leurs artistes. Aussi, bien sûr aussi. Cash money, no limit. Mais c'est important de préciser que Memphis, les ghettos de Memphis, c'est très dangereux. Donc c'est. Bien sûr, on est aux États-Unis, donc il y a des armes et tout, beaucoup de drogue, de prostitution et tout ça, mais c'est très dangereux. Ça veut dire que même les clubs, Studio G, c'était très dangereux. Il y a souvent des coups de feu et tout. Donc, quand on se retrouve dans des histoires avec un drug dealer qui a investi et qui veut tout simplement un retour, c'était d'ordre de $400 000. Après, ils étaient obligés d'embaucher des chèques. Des chèques au fur et à mesure, puis d'un coup les chèques disparaissent. Alors là, il a fait une plainte en 2000 qui a plus ou moins abouti. Et après, justement, un peu pour l'histoire, beaucoup plus tard, Scott Bejda, donc dans The Magazine, a créé un magazine qui s'appelle Street Masters. Et Street Masters, en fait, dessus, donc c'était on va dire, dans les années 2000, où tu as Crunchy Black et Nicky Scarfo, dos à dos. Peu style, on est 3-6 aussi, quoi. On est là. Et c'était un peu un 10, c'était un 10 contre DJ Paul and Juicy, donc beaucoup plus tard quand justement Crunchy était parti, quoi. Du groupe. Ok. Donc pour revenir un peu sur World Domination, là on a Relativity. Relativity, c'est un très très gros label qui sera racheté ensuite par Sony et qui a coulé. Ensuite, mais ça veut dire il y a des gens qui vendent des disques sur Relativity. Donc quand 3-6 Mafia signe chez Relativity, il y a quand même une marge qui est montée. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau de la promotion, ça se passe un peu mieux. Je sais qu'à un moment donné, Relativity, ils avaient un deal avec Ruthless, par exemple, de Easy. Donc voilà,
C'est pour dire que c'était... ils ont des pages dans The Source, dans XXL, puis Pen Pixel leur donne une crédibilité dans le South, dans Murder Dog, parce que aussi Murder Dog, faut savoir qu'ils les ont beaucoup appuyés. Ils les ont mis vraiment, c'est les seuls qui les ont mis en cover, quoi, dans les Best of Bev 98, en 97, et puis le Best Group de 2000 après West Smoke Clears. Donc Murder Dog a beaucoup appuyé pour le South, la street. Là-bas, ici on ne connaissait pas, mais là-bas c'était vraiment de poids, c'est ce qui les a amenés à être connus aussi. Non, c'est clair. Et tu vois, quand tu parles de Pen and Pixel qui fait la pochette, moi je le répète, je commence à m'intéresser à savoir qui est ce groupe-là quand je vois la page de pub dans The Source Magazine ou autre, et je me dis... C'est le même genre que No Limit ou Cash Money, donc ça doit être. Vu que j'aime bien No Limit, Cash Money. Beaucoup ne savent pas ce que c'est Pen Pixel à l'époque aussi. Bien sûr. Ils voient la pochette. Voilà, moi le nom. No Limit, quoi. Ils pensent que c'est No Limit et ils disent ah bah tiens, ça a l'air pas mal. Ouais. Moi, de toute façon, moi dans ma tête, je me disais. Tout le monde copie No Limit. Pour moi, Cash Money copie No Limit. Donc quand je vois Free Six Mafia, il copie No Limit. Mais c'est sûr à voir parce qu'il a fait les premières pochettes Pen Pixel en fait. Bien sûr. C'est eux qui ont créé. Après, quand même, il y a un truc chez No Limit au niveau des pochettes. Gelody. Plus exagéré. Gelody, pour moi, c'est l'une des meilleures pochettes de tous les temps. Mais tout ce truc avec le cadre, avec les diamants qui brillent plus, tout ça, il y a vraiment No Limit et Cash Money qui ont mis ça en avant et tout. Donc, mais d'ailleurs, la back cover de The End est géniale. Je veux dire, on voit la planète avec c'est Pen Pixel, c'est très très bien fait. Quoi, ouais. Donc voilà. En tout cas, à ce moment-là, l'album marche. Il y a des chiffres. C'est gold. Ils reçoivent une plaque. Ils font gold, ouais. Donc, plaque RIA. Voilà. RIA. Et voilà, ça veut dire certifié et tout. C'est ça. Maintenant, on est quand même à une période, c'est pas comme aujourd'hui. On est à une période où, même quand un groupe comme Free Six Mafia fait disque d'or, c'est toujours la East Coast et la West Coast qui contrôlent les charts, les marchés, les ventes. Ça fait que même quand Free Six Mafia disque d'or, ils n'ont pas le respect, et notamment à New York, je le dis souvent dans cette émission, c'est la place la plus difficile à prendre. Et encore sur la West Coast, si ta musique du Sud elle est un peu gangsta, tu passeras. Mais à New York, ils comprennent pas ça, ils disent c'est des trucs de bouseux, de campagnards, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Outcast, quand ils ont été sifflés. Tous les groupes du Sud ont la même histoire. Outcast, ils te racontent leur histoire. Ghetto Boys dit ouais, mais nous on l'a vécu avant vous. Tout Live Crew dit ouais, mais nous on l'a vécu avant vous, les Ghetto Boys. Donc tout le monde a la même histoire. New York, c'est incroyable, on peut pas. Donc en gros, New York World Order. C'est vraiment ouais, grave. En gros, Free Six Mafia à ce moment-là, ils sont énormes dans le sud des États-Unis et dans le Midwest, dans tout ce qu'on appelle aux États-Unis country, c'est-à-dire un peu le truc. La ceinture. La campagne, comme on dirait un peu en France, tout ça, machin. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, les deux autres côtes, c'est que si tu prends tout le Midwest et tout le Sud, ça fait énormément de place et énormément de gens et énormément d'argent. C'est sûr. Texas, c'est 3 fois la France. Exactement. Donc, c'est Jay-Z à New York qui va s'en rendre compte le premier. Je crois que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Avec UGK, mais d'abord avec Juvenile. Sur le remix de A, Jay-Z, il enregistre son couplet tout seul. C'est pas à la demande de Juvenile ou Cash Money. En fait, il comprend qu'il y a un marché. Et quand ça marche, il fait le morceau avec UGK, et là, c'est fini. J'ai oublié aussi son morceau avec Jermaine Dupri. Et voilà. Mais Jay-Z, c'est un des premiers mecs de New York à comprendre que le Sud, c'est le futur. Mais à ce moment-là, le public de New York refuse totalement le Sud. Complètement, mais les rythmiques et tout ça, les flows, c'est ça aussi, Memphis et le South, ils ont inventé cette rythmique qu'on retrouve maintenant. La TR-808, ces trucs... Le Charlet qui continue. Quand il y a des roulements de batterie, tout ça. C'est Spanish Fly, c'est Sugarman Beat, en fait, ça vient des... C'est les Showboys. C'est les Showboys, en fait, de New York. Drag Rap qui a été samplé, repris par Spanish Fly et repris après par tous les autres groupes, même de New Orleans. Par la bounce. On entend ce roulement. Tu retrouves ça à Where They At avec des MC Herve et tout ça, quoi. Des DJ Jimmy. Et il y a aussi un truc que les New-Yorkais reprochent au reste des États-Unis, quand les mecs de la West Coast sont arrivés, ils disent ouais, mais parle que de tuer des gens et de fumer des joints. Ça. Et sur le Sud, ils parlent que de strip club, de cocaïne et de prostituées aussi. Parce qu'il y a Memphis, c'est un grand temple du pimpin, tout ça aussi. Memphis, ils testent les morceaux en strip club. Strip club, comme le Sud, ça. Et les New-Yorkais reprochaient ça. Et aujourd'hui, quand on écoute le rap d'aujourd'hui, tout le monde parle de coke,
de pute, c'est devenu normal. Free Six Mafia, ils faisaient ça avant. J'ai même vu l'interview de DJ Paul qui disait, mais on est les premiers Bien sûr. à avoir parlé de coke ouvertement, pas juste on y a un est morceau, des dealers ou quoi. De dire qu'on peut en prendre. Il y a un morceau, c'est Funky Town, où tu les entends sniffer, quoi. Voilà. T'entends qu'ils... C'est ça. Et aujourd'hui, on entend plein de gens faire ça et tout, et on a l'impression que ça a été créé aujourd'hui. Si Murder le faisait sur scène au Zénith, où il allume sa pipe à crack. J'étais présent. J'ai vu, c'était du grand n'importe quoi. Concert de Snoop, grande bagarre, une demi-heure de bagarre. Et Snoop avait dit, vous n'êtes pas prêts. Et les No Limit Soldiers juste avant. Magic, il dit, on est où? Vous êtes à Paris. Il savait même pas où il était. C'était n'importe quoi. Mais bon. En tout cas, voilà. C'est pour dire que ce truc de coke rap, tout ça, Free Six Mafia, ils sont à la base de ça aussi. La Screw, parce qu'ils ont été les premiers à remercier aussi DJ Screw, à faire des samples Screw dans Live Up, où tu as le Live Up qui est Screw, le bon disque. On va parler après. Voilà, après. Donc voilà. En tout cas, cet album-là, c'est un succès, comme tu l'as dit. Même si New York n'est pas encore acquis à la cause, ils ont tout le côté country des États-Unis. Et là, à ce niveau-là, c'est des superstars. Ils font énormément de shows et ils gagnent bien leur vie. Il y a très peu de featuring en fait sur cet album. Là, il n'y a que Dayton Family, donc de Flint, Michigan, qui est un peu le pendant de tous les six version justement Michigan. Et faut savoir qu'ils étaient fans des Chams. Et puis, tu as un morceau qui est vraiment important aussi, c'est Anyone Out There. Enfin, pour moi, c'est de Lord Infamous. Donc, qui est particulier. Et puis, tu as Late Night Tip, qui en fait est le... Coopstar, en fait, sur ce morceau-là, avait eu l'idée du sample de Lisa Fischer. Et il voulait absolument l'avoir pour son solo. Et en fait, les autres ont dit non, on va le prendre pour tout le monde. Il n'était pas d'accord au début. Puis finalement, ça a donné Late Night Tip, qui est devenu un gros hit, parce que aussi le premier clip propre, on va dire vraiment bien fait, quoi. Ils étaient passés à un autre niveau. Voilà, un autre cap. Il y avait des moyens. Et en plus, il y a eu les résultats au final. J'aimerais qu'on parle de l'influence d'un des membres du groupe sur le rap américain. Depuis tout à l'heure, on est en train de vous dire un peu de tous les petits trucs que Free Six Mafia a ramené. Là, on va parler de Lord Infamous, qui n'est plus, mais qui faisait partie du groupe Free Six Mafia et créateur du groupe. Tu nous as dit justement que c'est lui qui a trouvé le nom en plus, carrément. Donc, j'aimerais parler de son flow, en fait, comme on dit là-bas, le tongue twist. Tongue twisting style, ouais. Mais après, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a Twista, enseignement tongue Twista qui le fait d'une certaine façon. Bone Thugs and Harmony, ils ont rajouté la mélodie à tout ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais lui, Lord Infamous, la façon dont il le fait, on reconnaît beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui, dont Migos. Complètement. Ouais. Dont Migos aujourd'hui, qui le font d'une certaine façon. Mais tout ça, là, ça vient de ce monsieur qui est Lord Infamous. Donc, Lord Infamous, pour moi, c'est le meilleur MC de tous les Six, avec Coopstar. Déjà, bon, les métaphores, quand on comprend bien l'anglais, c'est un peu comme Rosa Lynch. Tu as des doubles, triples métaphores dans le flow de Lord Infamous. Il était hyper calé, hyper pointu dans sa façon de rapper. Et par la suite, à cause des drogues, un peu moins dans ses albums solo, par la suite. Mais voilà, donc il alliait à la fois le lyricisme et à la fois la technique. Et très très bien répété, quoi, tu vois. C'est ça qui est important pour Lord Infamous. Et pour moi, c'était un MC vraiment, quoi. Peu de gens le reconnaissent comme un MC. C'est ça le problème. Beaucoup de gens, tous les Six Mafia disent, ouais, mais il n'y a pas de lyrics. Non, ils n'ont pas écouté Lord Infamous. C'est ça. Mais les gens s'arrêtent souvent et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les New-Yorkais qui reprochaient aux autres gens du reste du pays de ne pas avoir de texte. Souvent, c'est qu'ils s'intéressent pas, ils vont pas plus loin que le single, le tube, qui va être un truc plus festif ou quoi. Et voilà. Mais même DJ Paul, il y a des lyricistes vraiment. Et dans chaque label du Sud, il y en a au moins un. Il a ralenti son flow ensuite par la suite parce que DJ Paul lui a dit oui, nos auditeurs, tu sais, ils te comprennent pas complètement, un peu comme E40, il a ralenti. Ah, c'est clair. Mais là, c'est DJ Paul qui lui a dit, tu sais, les sujets que tu traites et tout, nos auditeurs, des fois, ne les comprennent pas tout, ils ont pas de lecture, ils ont pas les concepts pour le comprendre.
Donc il a commencé à ralentir un peu ses flows, où il a eu un peu le flow à la Kaiser Soze à partir de Tada Club Tugs, son groupe avec DJ Paul et Juicy J, c'est Crazy in the Last Days, 99. Et après Unbreakables, déjà, il a un flow beaucoup plus lent, quoi, qu'il a repris après sur Man, Myth and Legacy, son premier album. Mais il a dû ralentir un peu ce flow-là, quoi. Voilà. Et dans le même style, je sais que en antenne, on parlait d'un autre rappeur. Skinny Pimp. De Memphis, voilà, Skinny Pimp, moi que j'aime beaucoup. Bien sûr, c'est King of the Players Ball, l'album mythique. Skinny Pimp, lui justement, il utilise ce flow-là dans un morceau particulier qui s'appelle Midnight House, qui est très laid back. Et il n'utilise pas trop ce flow, il le dit dans des interviews, parce que justement, il avait peur qu'on lui prenne ce flow-là. Et il avait rencontré quelqu'un quand il était en prison en juvénile. Un autre gars en fait qui était de Las Vegas, il se rappelle pas de son nom, qui avait exactement ce même flow et il disait c'est lui qui l'a inventé, un gars de Vegas qui a inventé ce flow là. Et Skinny Pimp, pour la petite histoire, c'est que Skinny Pimp en fait son beau-père était un vrai gangster, un tueur qui s'appelait Skinny Pimp, et quand il était plus jeune il s'est dit non c'est moi Skinny Pimp. Oh merde. Voilà. Quand je vous dis que Memphis c'est dangereux. Mais bon, en tout cas, tout Project ça. Pat, il dit que c'est un crab of buckets, quoi. C'est le panier de crabes complètement. C'est la seule ville en fait où les rappeurs sont toujours en 10 les uns avec les autres, quoi. Alors qu'ailleurs c'est un peu moins quand même. Memphis c'est vraiment particulier. C'est pas la seule ville. Moi je trouve que Los Angeles c'est quand même des experts en bif entre eux. Des fois entre cousins, les mecs, ils vont super loin. Moi, mais Atlanta, Houston, il y a beaucoup plus d'unités. Beaucoup plus. C'est ça que je voulais dire dans le South. Ouais, dans le South, c'est clair. Voilà, donc on a fait le tour sur le tongue twist. Tout ça, c'est pour vous dire que tout ça pour vous dire que Migos que vous écoutez tous les jours, ils n'ont pas inventé ça. Ça vient de quelque part et c'est Lord Infamous. Même si les mecs ils disent que ça vient d'un mec de Vegas qu'on ne connaît pas. C'est Skinny Pimp qui dit ça. Mais voilà, en tout cas, la dernière trace que nous on a, c'est Lord Infamous. Skinny Pimp, c'est Memphis, c'est 3-6 Mafia. Donc j'aimerais bien qu'on écoute un morceau justement où on peut se rendre compte de ce flow, ce tongue twist de Lord Infamous. Il y en a plusieurs bien sûr, hein. Mais là celui qu'on va écouter c'est Grab the Gauge. On écoute ce morceau et on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver, spécial 3-6 Mafia. Cynicstar est avec nous, un grand expert en la matière. Ce serait bien, comme on parle justement de ce flow de Lord Infamous, de ce tongue twisting, ce serait bien de parler justement rapidement d'un beef qu'il y a eu entre 3-6 Mafia et Bone Thugs and Harmony. Bone Thugs and Harmony qui sont aussi connus pour ce flow-là. Donc si tu peux nous aiguiller un peu, nous éclairer un peu sur toute cette histoire. En fait, ça a commencé. Bone Thugs a dit à un moment sur Memphis que c'était une ville couchette. Donc ils n'ont pas trop aimé Memphis. Donc tout le monde s'y est mis un peu contre eux. Donc 3-6, Tommy Wright, avec Thug Shregish Busters, avec la chat dessus. Et puis d'autres groupes comme 3MK, plus obscurs. Enfin, beaucoup de gens sont mis, Skinny Pimp aussi, s'y mis contre eux. Et donc Live by Europe. Donc c'était justement par rapport à Lord Infamous, au flow de Lord Infamous. Pour eux, en fait, ils avaient copié leur son, leur flow, leur son. Il faut savoir qu'ils ont sorti Faces of Death, Bone Thugs, qui s'appelait Bone Enterprise à l'époque. Donc là, on est dans les années 92, 13, enfin, c'est une époque ancienne. Et donc, ils n'étaient pas connus. Donc, mais c'était quand même plus raga quand même, hein, ce qu'ils faisaient à l'époque. C'était pas vraiment le tongue twisting style quand on écoute Faces of Death. Et on voit que Lord Infamous, quand même, en 92, il avait vraiment le flow tongue twisting. Donc c'est un débat parce que, tu vois, c'est... Pour savoir qui est le premier. Voilà. C'est un peu comme, ça me fait penser au groupe CIA, tu sais, de Queen Action de Ice Cube, où il sonne à la Beastie Boys. Alors qui a commencé, Beastie Boys ou Ice Cube dans comme on dirait Beastie Boys. C'était connu. Tout le monde disait, oui, ils se sont inspirés de Beastie Boys. Mais il y a des gens qui disent, non, ça existait déjà. Sur Master Jinx et KD. Alors KD, par la suite, quand on voit le son smooth qu'il a fait. Très calme, très laid back, posé. Voilà. Donc lui criait à l'époque comme Beastie Boys. C'est ça. Mais de toute façon, Bone Thugs and Harmony, ils se sont pris la tête un peu avec tous les gens qui faisaient le tongue twisting, notamment dans le Midwest. Ils se sont pris la tête avec Twista, avec Do or Die, avec tout le monde. Donc. C'est pour savoir qui a fait ça le premier.
honnêtement, à ce stade-là, moi, je m'en foutais, en fait. Parce que je trouvais qu'ils étaient tous là à peu près en même temps. Donc, voilà. Mais en tout cas, aller manquer de respect à une ville entière, là, c'est risqué quand même. C'est quand même avoir des problèmes. Et surtout, Memphis, les mecs, je le répète encore, c'est pas des enfants de cœur. Je sais que quand on dit Memphis, on pense à Elvis Presley, on pense que c'est one for the trouble, two for the... Mais c'est pas ça. Les ghettos de Studio Memphis, G. c'est chaud, pour de vrai. C'est chaud. Studio G. Mais bon, on en parlera un peu tout à l'heure. D'ailleurs, petite anecdote, en parlant que c'est chaud, Craig Perez, petite anecdote que peu de gens connaissent, c'est que c'est le demi-frère de DJ Paul. Ouais. C'était un des plus gros dealers de Memphis. Il s'est retrouvé dans la Black Mafia Family pour le cartel mexicain. Il a pris 9 condamnations à vie. Voilà, en 2009. Et DJ Paul ne s'en est jamais trop vanté de son demi-frère. Pas besoin. Pareil, je vois Crunchy Black, il s'est fait shooter à Vegas. Il a toujours plein d'histoires. Project Pat qui a fait la tôle. Crunchy Black avait pris une balle, bien, comme il faut. Heureusement, il est toujours là. Mais justement, on parle de Project Pat. Project Pat, c'est le grand frère de Juicy J et il a explosé après son petit frère. Notamment avec le single Chicken Head, tout l'album qui était avec. Mr. Don't Play. Voilà, mais Billboard 3. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une période dont j'ai déjà parlé dans cette émission en parlant de Cash Money ou No Limit. C'est une période où moi, je suis en France et la France, c'est East Coast ou West Coast. Mais j'ai la chance d'avoir MTV et je regarde en fait le top 10 des plus grosses ventes, toutes musiques confondues, sur MTV. Donc, ils passent les clips de 10 plus gros singles américains. Et un jour, je tombe sur Whoop Whoop Chicken Head. Whoop Whoop. Bon, moi, j'adore tous les trucs stupides comme ça. J'adore. Donc, déjà, je suis là. C'est marrant. Le refrain est marrant. Et moi, c'est comme ça que je découvre Project Pat, en fait, vraiment. Et je me dis, j'aime bien. Et je me rends compte, il est très haut dans le classement. Et ça m'a rappelé donc Juvenile ou Master P. Quand ils étaient hauts dans le classement, en fait, ils n'étaient pas dans la playlist de MTV que nous, on voyait en France. Bien sûr. Si tu voulais voir ces clips-là, de ces sudistes-là, en fait, fallait regarder le top 10 et t'avais les plus gros vendeurs. C'est comme dans les magazines français à l'époque. On voyait pas ça. J'en parlais avec certains, Thomas Londo ou d'autres. Il n'y avait pas... Cash Money No Limit n'était jamais cité. Jamais. C'était interdit. Voilà. Donc du coup, moi je me dis encore, mais c'est qui ce mec ? Ça veut dire il est 3e, mais je le vois jamais en playlist. Je l'entends jamais en soirée, je l'entends jamais à la radio et tout ça. Mais allez, je vais me pencher. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs à Grigny qui écoutaient ce mec-là au même Big moment. Up à Juicy P. Et voilà, et j'étais content. Big Up à Skem. Moi c'était, je voyais Missa, beaucoup Missa à l'époque. Et un jour, on était tous les deux, on marchait dans Saint-Denis, 93. Et il y a une voiture qui passe. Whoop, whoop, Chicken Head. On s'est retourné en même temps. On s'est dit, mais il écoute. Et en fait, en se retournant en même temps pour dire, mais il écoute. C'est là que. T'écoutes ça, toi ? Ouais, moi aussi. Ouais, ah, ok. Et c'est vraiment, je me suis dit, ah, ok. Il me dit, mais dans mon quartier, tout le monde écoute ça. Mais moi aussi. Hein. C'est ouf. Et c'est là que tu dis, bon, à chaque fois, il y avait des petites niches. On n'était pas beaucoup. Mais voilà, on écoutait ce mec-là. Alors que ce mec-là, aux États-Unis, le morceau, Chicken Head, c'était un hit de malade. Chicken Head, là, comme ça, quand on traduit, ça veut dire tête de poulet. Mais en vérité, c'est comme ça, vulgairement, qu'on appelait une meuf à l'époque, aux États-Unis. Donc tout le monde disait ça, et lui, c'était son refrain. Donc en gros, il avait le bon gimmick et tout. Et Cardi B, dans son album, le seul qu'elle est jusqu'à maintenant, il y a une reprise de ce morceau. Alors, j'ai plus le titre, comme elle aime bien remplacer les C par les B parce qu'elle se clame être Blood et pas Creep. Donc, il me semble que le morceau s'appelle Beacon Head. Il me semble que c'est ça. Elle a fait comme ça. Mais voilà. En tout cas, quand vous écoutez ce morceau de Cardi B, c'est une reprise de Project Pat. Allez écouter le morceau. C'est le frère de Juicy J de 36 Mafia, c'est Memphis. Et puis, pour tous ceux de la nouvelle génération qui écoutent vraiment le son d'aujourd'hui et qui ne sont pas familiers avec le son de l'époque, il y a un morceau de Rick Ross avec le clip qui s'appelle Elvis Presley Boulevard. Et Rick Ross dit qu'il est sur le boulevard Elvis Presley. Il parle de Memphis, parce que bien sûr, Elvis Presley venait de Memphis, donc il y a un boulevard qui a son nom et tout. Et dedans, il dit « I got Priscilla, I got Priscilla ». Bon, à chaque fois qu'il cite des prénoms de femmes blanches, souvent ça veut dire cocaïne. Donc, Priscilla, qui était la femme de Elvis Presley, bon, lui, quand il dit « I got Priscilla », ça veut dire « j'ai de la cocaïne ». Mais qui fait le dernier couplet ? Project Pat. Et surtout, à ce moment-là, c'est-à-dire c'est assez récent,
c'est plus facile d'inviter Juicy J, qui est une star, que de Project Pat. Mais si Rick Ross, il va le chercher, il sait pourquoi. Rick Ross, c'est un ancien en vrai. Pour la crédibilité. Voilà, il sait très bien qui est Project Pat et qu'il sait très bien qu'au niveau de l'image, c'est très bien d'avoir Project Pat. Mais il a été, d'ailleurs, c'est Big Pat. Big Pat dans le film Choices. Ouais, Choices, qui est le film de 36, qui est un peu l'Ambarit de Memphis. C'est ça. C'est ça. Et Big Pat est très Baller redouté. Blocking de Il est Cash très, Money. voilà. Ouais. Il est très redouté. C'est ça. Et Project Pat avait un flow particulier, un peu haché, un peu qu'on peut entendre pour la première fois vraiment dans What a Killer Sang de The End, où en fait ils reprennent le What a Killer Sang, I Represent de Master P, Embedded Ballet. Et là, son flow on reconnaît sa patte. Voilà. Il a vraiment. Et dans Getty Green, moi, j'avais pas vraiment, moi, à ce moment-là, j'ai pas tilté sur lui quand c'est sur l'album de Free Six Mafia. C'est vraiment quand il y a son solo, quand il y a Chicken Head, c'est là que je me dis bien sûr. On a un problème. Et c'est Loud en plus. C'est Loud, Steve Rifkin. Voilà, Rifkin. Wu-Tang, Mobb Deep, tout ça. Donc, les mecs commencent à se dire, le Sud est un vrai marché. Ils y vont de plus en plus. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, le Sud, c'est un très gros marché. Il commence à avoir de plus en plus de disques d'or, voire de disques de platine dans le Sud. Et là, il y a un album qui, pour moi, est mon album préféré de Free Six Mafia. C'est Where the Smoke Clears. 66, 61. Voilà, moi, cet album-là, voilà, c'est à ce moment-là, je dis, OK, il n'y a pas de problème, je suis avec vous, je vous suis. Et il y a ce morceau avec UGK. Oh là 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 là, quel instru. Moi, c'est mon morceau préféré de toute la carrière de Free Six Mafia. Je l'ai déjà dit ici quand on l'a joué dans l'émission spéciale Trap. Je le redis encore aujourd'hui. Sipping on some syrup. Sipping on some syrup. Voilà, featuring UGK. C'est incroyable. La production, comment ils ont rappé. UGK. Je suis un grand fan de UGK. Pimp C, Bun B dessus. C'est incroyable. Et j'ai vu une interview de Bun B qui disait qu'à l'époque, il parlait de faire un groupe UGK et Free Six Mafia ensemble. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais qu'est-ce que j'aurais... Mais il y a toujours eu ce lien. Quand Pimp C est sorti de prison, ils ont fait l'album Underground Kings, le double album, le single I Choose You International Player avec Outkast. C'est Hypnotize, c'est Free Six Mafia qui font la production. C'est eux qui font le morceau derrière. Donc, non, moi, j'étais vraiment... quand I Choose You, c'est Willie Hutch. Hein, ouais, bien sûr, ce qui est important de dire... Mais eux, ils avaient déjà samplé voilà. Willie Hutch pour eux. Et l'ont resamplé là pour eux. Déjà, sur ce morceau, ce qui est intéressant, c'est que DJ Paul avait hésité un peu à le faire parce qu'ils étaient habitués au banger, vraiment crunk et tout ça. Ouais. Et là, vraiment, il a voulu se diversifier, aller vers autre chose. Il a mis des cloches chinoises dedans, il a ralenti le son. Et donc, un peu côté expérimental. Il roulait, il savait pas trop où ils allaient quand ils ont fait ce morceau, parce que c'était vraiment à l'inverse de tout ce qu'ils faisaient avant. Non, c'est clair. Mais moi, je suis désolé. Encore une fois, je dis ne m'écoutez pas. Mais c'est vraiment, ce morceau donne envie de boire. Ils ont mis tout ce qu'il fallait dedans. Les gobelets rouges. Voilà. Et les biberons. Voilà. Là, j'en parle trop. Il faut écouter le morceau. Écoutez ce morceau et on revient tout de suite après. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un album très important pour les charts. Donc là, je le répète, Free Six Mafia, ils ont des disques d'or, voire des disques de platine. Platine aussi. Voilà. C'est des stars dans tout ce qui est country, je le répète, Midwest et South. Ça commence aussi à bien prendre sur la West Coast. New York, East Coast, toujours pas. Et en fait, c'est ce qui fait que ils se sentent un peu frustrés, je dirais. Ils sortent là un album qui s'appelle The Must Know One Know, c'est-à-dire les plus méconnus des inconnus. Ouais, les plus méconnus des connus dans le sens qu'on veut, voilà. Par rapport à ça, en fait, où ils sentent que ils vendent des disques. Ce qui était vrai, hein. C'est clair, ils vendent des disques, mais c'est pas eux qu'on appellera directement featuring, c'est pas eux. Ils peuvent marcher dans la rue, dans certains endroits de la East Coast, on les arrêtera pas. Ils ressentent ça. En même temps que le groupe à géométrie variable, ouais, c'est clair que si ça change tout le temps, bon, c'est pas, mais il y a quand même le socle Juicy J, DJ Paul, et
ils sentent qu'ils ont déjà, pas la reconnaissance. Déjà, Gangsta Boo, elle est partie. Coopstar était en prison un moment, il a été viré. Lord Infamous, pour possession d'armes, est parti, mais aussi il avait une veille rock'n'roll. Donc là, il reste plus que Crunchy Black, DJ Paul et Juicy J. Crunchy Black, je tiens à dire, qui dans les clips fait des pas de danse à un moment. Gangsta Walk. Le Gangsta Walk ou Twist Your Body, ça dépend. Que Master P fait aussi de son côté. Et je tiens à dire que ça vient d'abord de Memphis, c'est le Gangsta Walk. C'est ça. C'est une façon spéciale de bouger les hanches. Il y a une petite anecdote d'ailleurs. LL Cool J, quand il était justement à OTS Records, quand il était venu au Studio G, eh bien, il faisait les petits pas de Gangsta Walk aussi, pour s'amuser. Et là, on est en 87-88, parce que ça commençait à ce moment-là quand même, la Gangsta Walk. Voilà, mais bon, c'était le petit truc. Par rapport à Crunchy, est-ce que je vois Crunchy Black en train de danser là dans ma tête? Voilà. Mais, Crunchy Black qui est pas hyper bon en MC. Ouais. Bon, ça va. Mais il a le côté real, le côté street. Et c'est vrai qu'il était même assez technique sur Mystic Styles ou sur des morceaux avant comme Murder of My Mind où on l'entend, où il se métamorphose. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, il est charismatique, je trouve. Il a un style qui. Quand il chante, il y a des morceaux où il chante presque, où c'est chanté un peu démonique. Toujours. Voilà. Toujours regarder le 3x6. Mais bon, en tout cas, voilà, ils sortent cet album avec un titre, un peu de frustration. Et l'ironie du sort fait que ça va être le plus gros succès du groupe, en fait. Cet album est un carton total. Et c'est l'album. Voilà, et c'est l'album qui rentre à New York. Et. Ils ont fait quelque chose. Columbia aussi. Voilà, Columbia, ils sont chez Sony, mais ils ont fait quelque chose quand même sans le vouloir. Ils ont fait un truc qui leur paraissait logique. Ils se sont ouverts les portes de New York. Ils sortent le premier single qui est un hit incroyable, qui est Stay Fly. Moi, j'adore ce morceau. Reprise de Willie Hutch. Voilà. How Stone Cold Heart. C'est ouais, c'est vraiment toute cette époque. Black Exploitation, Pimpin, tout ça, ce genre de sample. Et en featuring, ils mettent trois mecs en tout de Memphis, qui sont de la même ville qu'eux. Donc il y a les légendaires 8Ball et MJG. Et il y a ce nouveau mec qui a déjà vendu des disques, qui est Young Buck, qui lui vient de Nashville, Tennessee. Il avait un groupe avant qui s'appelait Young Buck and Detail, au tout début. Voilà, il n'est pas de Memphis même, mais Memphis et Nashville, c'est le Tennessee. C'est Nashville, Tennessee. C'est le Tennessee, donc c'est à côté. Et surtout, il y a une grosse scène au Nashville aussi. Mais peu connue. Ça, c'est clair. Ils ont pas eu les. T'as Greenway et tout ça. T'as pas mal de types intéressants. Et Young Buck, lui, il appartient au G-Unit. Il a signé chez G-Unit. Il a un album platine à ce moment-là chez G-Unit, like 50 Cent. Donc, New York connaît Young Buck. Donc, comme il y a Young Buck, ça a ouvert quand même les portes de New York à 36 Mafia. Et en plus, le morceau a été super bien accueilli, matraqué. Plein de rappeurs ont rappé dessus, on fait des remixes et tout ça, machin. Le clip est magnifique. Ce genre de clip, c'est en séquence, tout ça. Et le premier single prend tout de suite et propulse l'album très haut. Et ils vendent énormément. Et à ce moment-là, 36 Mafia est enfin dans tout le pays. Et là, on peut plus parler des plus méconnus, des mecs connus, tout ça. Là, ça y est. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il a fallu qu'ils sortent un album avec ce titre pour finalement exploser dans tout le pays. Ils avaient un petit featuring avec Noriega sur Project Pat, Getty Green, mais qui est passé un peu inaperçu. Voilà, après, Noriega, c'était pas... C'est en 99. Ouais, voilà, ça descendait tout doucement. Mais, en tout cas, avec ce premier single, ils explosent tout. Ils sortent le single Pop Your Color, qui explose tout aussi. Side to Side. Voilà, Side to Side. Pop My Color. Vraiment, à ce moment-là, c'est des stars. Et je dois même reconnaître que Juicy J se détache. Les gens commencent à vraiment avoir leur préféré et disent « Ah, moi, c'est Juicy J, c'est Juicy J. » Moi, quand je vois ça, le succès et tout, ça me fait plaisir. Je trouve pas que ce soit leur meilleur album. L'album est cool. Par contre, ils ont des gros bangers, des gros hits. Et voilà, et grâce à ça, ils arrivent à vendre et ça marche et tout. Et à ce moment-là, vraiment, tu te dis, qu'est-ce qui peut leur arriver de plus ? On en reparle après la pause musicale, vous allez vite comprendre. Là, tout de suite, on écoute le morceau Stay Fly. C'est le morceau dont je vous parlais avec Young Buck, 8Ball et MJG. Le morceau, il est incroyable. On écoute ce morceau, on revient tout de suite après. Hutch, Stone Cold, Willie Hutch, voilà, le en fond musical. Voilà.
On revient tout de suite après, Roule avec Driver, spécial 36 Mafia. Donc comme je vous le disais juste avant, cet album c'est un carton total. Ils sont dans tout le pays, ils sont sur le toit du monde. Et il va arriver un truc inattendu. Déjà il y a un film qui s'appelle Hustle and Flow, qui à la base est un film... Terrence Howard. Ouais, mais quand on regarde le thème, on se dit ça va être un film Black Hollywood qui va rester pour les Renois là-bas. En gros, c'est l'histoire, je veux pas vous spoiler parce que je veux vraiment que vous allez voir le film. Moi, personnellement, il était sorti au cinéma ici en France. Je suis allé le voir 3 fois en salle. C'était n'importe quoi. J'étais accro à ce film. Donc, bien sûr, depuis, j'ai le DVD que j'ai regardé au moins 200 fois, mais normal. Mais Bon film. le film s'appelle Hustle and Flow. Ça se passe à Memphis. C'est l'histoire d'un pimp. Un pimp, quoi. Mais un mauvais pimp. Fauché, quoi. Ouais, voilà, un mauvais pimp. Il n'a pas d'argent, c'est dur, il a du mal, il s'embrouille avec ses prostituées. Il a mis enceinte une de ses prostituées. Bref, enfin, en tout cas, il y a une de ses prostituées qui est enceinte, mais on ne sait pas qui est le père. C'est plus ça. Il est broke. Donc, voilà, il n'a pas d'argent. Bref, tout se passe mal. Et en fait, ce pimp, ce macro, l'idée lui prend, il veut devenir rappeur. Donc il commence à acheter un peu de matériel pour pouvoir s'enregistrer. Et il fait vraiment avec les moyens du bord. Après, là, je vais arrêter de vous raconter, parce qu'il faut que vous ayez voir le film. Mais quand je vous raconte l'histoire comme ça, on se dit, ouais, c'est cool, c'est un film de Black Hollywood, c'est tout, rien de spécial. Sauf que dans ce film, il raconte, quand il rappe, quand il se met à rapper, c'est joué par Terrence Howard. Il joue vraiment très très bien dans ce film. Voilà, aujourd'hui, tout le monde connaît pour Empire, la série Empire, c'est Lucious Lyon. On l'a vu dans plusieurs films et tout. Et là-dedans, il s'appelle DJ. Et c'est donc un Mac qui veut devenir rappeur. Et en fait, il raconte sa vie de Mac. Quand il écrit ses textes, il raconte sa vie de Mac. Et il y a un morceau qui est chanté par l'une de ses prostituées dans le film. Et ce qui est fou, c'est que cette prostituée-là, c'est Taraji P. Henson, qui joue le rôle de Cookie Lyon dans Empire aujourd'hui. Ça veut dire, ils sont aujourd'hui dans la série Empire, ils sont mari et femme, et ils étaient déjà ensemble dans ce film-là. Sauf que là, Taraji P. Henson jouait l'une de ses prostituées, et en fait, elle est censée chanter le refrain alors qu'elle a jamais chanté, parce qu'il fait avec les moyens du bord. Et le refrain, le morceau s'appelle It's hard out here for a pimp. Et en gros, ça veut dire c'est dur là, en ce moment pour un macro. Donc il raconte toutes les difficultés que peut avoir un macro dans sa vie. Il raconte ça. Il a la coupe d'ailleurs des types de Memphis à la Tommy Wright. Un défrisage assez spécial. Et voilà. Le brushing spécial. Donc il raconte ses galères de macro, et c'est fou en fait, surtout quand on n'a pas la culture pimp. C'est ça. On est en France, on n'a pas cette culture pimp. On se dit, mais il est sérieux, il est en train de nous dire, attends, c'est dur, on dirait un syndicat, un mec, on dirait un mec qui a un boulot entre guillemets normal et qui dit, ah non, les conditions de travail, ça va pas là. C'est vraiment ça, il est en train de se plaindre. Memphis, c'est vraiment la Memphis Pimpin' Music. Hein. Voilà, donc le morceau parle de ça, et comme ça, c'est quand même un film, et que ce Terrence Howard qui joue le rôle de DJ, c'est un acteur. En fait, les morceaux qu'il va rapper dans le film, ils vont être écrits, rappés, par de vrais rappeurs de Memphis. Yes. Notamment Al Capone. Al Capone qui fait Whoop That Trick, qui est mon morceau préféré du film. Et le son est produit par Lil Jon en plus. Mais en tout cas, voilà, ils choisissent, pour bien garder le truc Memphis, d'appeler des artistes de Memphis, des gros artistes de Memphis, pour écrire les morceaux, pour bien garder la vibe et tout. Et ce fameux morceau dont je vous parle, il est écrit par 36 Mafia, rappé par Fraser Boy aussi, voilà, Sadiq Coleman. Toute la clique autour des Hypnotize Minds, et produit par, et voilà, et ils donnent le morceau pour que Terrence Howard l'apprenne et puisse le rapper dans le film, et voilà. Et ce qui est fou dans ce film là, c'est qu'il y a Ludacris dedans qui joue le rôle de Skinny Pimp. C'est ça. C'est ça qui est marrant. D'ailleurs, le rôle de Ludacris c'est incroyable. En plus, la culture des tapes, on voit qu'il met la tape dans les shots. Voilà, la culture des tapes à Memphis, c'est très important. Justement, c'est clair. C'est ce qu'il faisait au début, DJ Paul and Juicy J. DJ Paul apparaît dans le film quelques secondes où lui demande à la porte, lui demande quelque chose à la porte. Et Juicy J, il joue dedans le gang adverse avec Ludacris. Voilà. Où il joue beaucoup plus dedans. Il y a I-20 aussi, qui est de Disturbing the Peace, qui est dans ce crew, le crew de Skinny Pimp, de Ludacris dedans. Mais voilà, en tout cas, cette chanson-là, elle fait partie de la bande originale. Il y a plein de chansons dedans. Il y a une belle bande originale qui est sortie sur Grand Hustle, le label de T.I.
Donc Hustle and Flow, cherchez. Je la trouve pas sur les plateformes de streaming, mais bon, en tout cas, si vous pouvez récupérer quelque part sur Internet ou le CD et tout, moi j'ai le CD. Voilà. Et super BO. Et en fait, ce film-là, il va marcher, il va avoir un certain succès. Et ce fameux morceau écrit par Free Six Mafia, va se retrouver nominé aux Oscars pour la chanson, bande-son, film de l'année. Et ça, c'est complètement dingue. Alors, je ne me rappelle plus qui était en face, mais vous savez très bien l'image que les Oscars ont. Il y a toujours ce truc qui plane. Les Oscars sont racistes, les Oscars ont du mal à récompenser les Noirs. Donc, on se dit, bon, c'est cool pour Free Six Mafia d'être nominé, mais ils ne gagneront pas. Ouais, je m'attendais vraiment pas. Et puis surtout avec une chanson où ça parle d'un macro qui dit putain, c'est dur en ce moment, les conditions de travail pour un macro sont compliquées. On se dit non, c'est pas l'Amérique bien pensante, c'est impossible, ils vont pas gagner. Boum, ils gagnent. Et ils font un live. Et c'était incroyable. Moi, quand j'ai vu le live, j'étais excité comme un gamin. Crunchy Black. C'est-à-dire, les mecs sont aux Oscars, avec des DiCaprio, des machins, tout ça. Ils sont en train de chanter. Ah, c'est dur la vie d'un macro. Hein. Ils sont en train. Mais en plus, ils sont en train de. Vraiment, ce qu'il y a de plus terre à terre et dur pour un macro, quoi. C'est-à-dire, ça parle de gifler une prostituée, ça parle de j'ai pas de si ma prostituée me ramène pas assez ne fait pas assez de passes, je suis obligé d'aller vendre de la cocaïne de l'autre côté parce qu'il faut bien rééquilibrer les comptes. C'est vraiment un morceau comme ça. Lord Infamous avait fait un morceau qui s'appelle Beating His House Down. Donc ça voulait tout dire déjà à l'époque, hein, donc il y avait un peu là, il y a toujours eu cette culture des pimping, tout ça. Et Terrence Howard a été déçu un peu de leur prestation d'ailleurs. Quand ils ont fait justement quand ils ont chanté sur scène un peu c'est trop pris. Et il y en a beaucoup qui ont critiqué un peu où c'était le pire de la musique noire, que c'était Cognitive ou d'autres. Mais en fait c'est l'image. Je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui disaient ça veut dire que les Noirs font des films intéressants, trucs, machin, conscients, ils sont jamais récompensés. Vous récompensez les Noirs avec un truc de Mac, de machin, tout ça. Je comprends ce truc-là, mais tu peux pas, comme on dit, don't hate the player, hate the game. Tu peux pas en vouloir à Free Six Mafia, en fait. Tu dois en vouloir aux Oscars. Bien sûr. Voilà. Mais Free Six Mafia, ils ont fait leur chanson, ils ont fait leur job, ils l'ont donné pour le film. Ils ont fait une fête pendant 48 heures, pendant des jours entiers, ils le tenaient à la main, c'est fou, ils arrivent même pas il était collé à la main. Free Six Mafia, quoi. Les mecs, ils parlent que de coke, de pute, de trucs. Oscar. DJ Paul, quand il a eu l'Oscar, il s'est dit soit c'est le plus beau jour de ma vie, soit c'est le pire. Il disait si tu donnes à un jeune du quartier, tu lui donnes $1 million comme ça, il va acheter une Ferrari, il va boire, il va se tuer le jour d'après. Est-ce que c'est bien d'avoir autant d'importance ou de gagner quelque chose d'énorme comme ça? Est-ce que je vais pas vriller? Est-ce que je vais pas devenir fou, quoi? Et DJ Paul s'est vraiment sérieusement posé cette question, quoi. Mais pour moi c'est évident parce que tu vois là, juste avant on parlait de Most Know No, qui est un album qui a tout cassé. Ils sont sur le toit du game, juste derrière les Oscars, donc ils sont vraiment sur le toit du game. Et là, ce que tu viens de dire, Crunchy Black n'a pas tenu d'ailleurs. Il a oublié ça, il a pas pu. Et puis surtout, l'album de Free Six Mafia qui sort derrière, on comprend qu'ils sont complètement craqués, les mecs, en vrai. Mais ils ont gardé quand même une tête froide quand même, parce qu'ils ont réussi quand même leur hustle et tout ça, quoi. Ouais. DJ Paul et UCG, ils sont sortis. Mais ils n'ont pas su enchaîner derrière ce moment de gloire qu'ils avaient. Ça veut dire à ce moment-là, c'est là où tu dois faire ton meilleur album. Bien sûr. Et ils ont fait le pire, peut-être. C'est même pas peut-être. Ils ont été remerciés. C'est le pire. Ils ont été remerciés. On en parlera de Last Walk. Ils ont été remerciés de Sony, Columbia. En fait, ils voulaient qu'ils aillent vers la pop, quoi. Enfin, carrément, ils voulaient presque qu'ils aillent vers autre chose. Ils commencent à avoir des morceaux électro. Il y a un morceau avec Sean Kingston, je crois. Et ils ont été virés du label. Ouais, ils ont floppé. Même le nom a été pris. Ils leur ont pris leur nom. C'est pour ça qu'après, ils ne pouvaient plus utiliser le nom 36 Mafia. Et d'ailleurs, le logo 36 Mafia, c'était d'ailleurs un logo créé par Pen & Pixel. Okay. Donc, quand tu vois sur The End, World Domination, sur tous les albums, tu vois le logo avec le 6. Donc Pen & Pixel aussi a sa part.
Très important. Ils sont toujours là, ils sont très pas loin. important, Pen and Pixel. En tout cas, j'aimerais qu'on écoute le fameux morceau It's Hard Out Beef au Pimp, mais la version de DJ, donc de Terrence Howard, c'est la version qu'on entend sur la bande originale du film et dans le film. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir le film, c'est incroyable. Et au refrain, c'est vraiment Taraji P. Henson. C'est pour ça qu'il y a des petites imperfections et tout. C'était le but aussi, parce que dans le film, elle est prostituée, elle est pas chanteuse. Et à un moment, on lui dit, bon, je cherche une chanteuse, chante. Moi oui, Ça rappelle un peu c'est vraiment bien. Dasuma avec Anne Hinz, où c'est le sample un peu qu'ils avaient fait avant Passy, 78 et 98. Ouais, c'est le même sample c'est... en fait, tu vois. Je vois. Qui a été utilisé par Devin the Dude aussi. Yes. Et voilà. En tout cas, on écoute ce morceau, on revient tout de suite après. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, parce que bien sûr, c'est un groupe, comme je le disais en début d'émission, où il y a énormément de gens qui sont passés, et ils sont très nombreux. Et quand il y a beaucoup d'humains, il y a toujours des embrouilles. Donc, c'est un groupe qui s'est séparé plusieurs fois. C'est important de le dire. Et donc, il y a eu plusieurs petites embrouilles internes. J'aimerais que tu nous balances, Sinixta, quelques anecdotes un peu sur les embrouilles internes qui ont fait que certains se sont barrés du groupe et qu'il y a eu séparation. Beaucoup sont barrés parce qu'en fait ils n'étaient pas payés. Par exemple, T-Rock raconte que par exemple il était payé $200 juste pour l'album, hein. Et après on te fait ton album, on t'a fait, donc t'as rien dessus. C'est horrible. $200. Voilà. Gangsta Boo disait à peu près les mêmes choses. Beaucoup sont partis du label, donc pour ces raisons-là. Skinny Pimp, pareil. Alors, Gangsta Boo le disait aussi, c'est que il disait, il les plonge un peu dans la drogue ou dans un peu comme l'histoire avec Snoop, hein, avec Suge Knight. On te donne des voitures, on te donne des trucs, et puis on te paye pas. Ouais. C'est à nous, quoi, en fait. Voilà. C'est notre propriété. Donc ils font un peu ça avec les artistes, un peu comme ce que faisait Cash Money aussi, Baby. Tu peux parler au présent en ce qui concerne Cash Money. Donc oui, en fait, la plupart des groupes, des rappeurs qui sont partis ne sont jamais revenus, hein. Ouais. Donc une fois qu'ils ça, les c'est ont... rare, parce que chez Cash Money, ils reviennent Non mais toujours. DJ Paul et Juicy J, une fois qu'ils les virent, c'est fini. On ne parle plus, sauf avec Mafia Six, où c'est sous l'ordre d'Infamous en fait, où là il les a ramenés. Mais donc au départ, la première personne qui est partie, c'est Kupsta Knika, qui est très talentueux aussi, dont on connaît peu, mais qui avait un très très bon flow, qui est parti en 2000 en fait, pour une histoire de prison. Il s'est retrouvé en prison. Il était pourtant il était sur What's Smoke Clears, mais pas sur la pochette. Okay. Alors pochette, pas un pixel, on voit DJ Paul et Juicy J fondés ensemble, et donc Kupsta n'est pas là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, après, il a fait un featuring avec Skinny Pimp, et Skinny Pimp était déjà parti. Donc beaucoup sont partis. T'avais Gangsta Black, l'album Can It Be, t'as Indoji qui a fait un album chez eux, t'as énormément, en fait, Prophet Passy, dont on parlait tout à l'heure. Prophet Passy, c'était le socle où il y avait tous les rappeurs, donc Indoji, Gangsta Black, Skinny Pimp, Droopy Doo Dog, des rappeurs qui ont fait un album en général, et après sont partis. Okay. T'avais MC Mac aussi, MC Mac, Scanman et K-Rock, c'était Killa Clan Kazé. Alors pareil Killa Clan Kazé, c'est K-Rock qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est MC Mac et Scanman. Et l'album devait sortir. Et il est sorti sous le nom de The Kazé. En fait, K-Rock, il y a eu une histoire avec eux. Il a été viré. Ils ont mis le groupe dans le groupe Project Pat. Voilà, on enlève K-Rock, mais on met Project Pat. Et voilà, vous avez votre groupe The Kazé, Time's Up. Ils font beaucoup ça, les Américains, en vrai. Et donc, c'était le dernier album chez Prophet Entertainment, d'ailleurs, 98. Okay. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont parties comme ça. À un moment, Crunchy Black a pété les plombs, en fait. Suite à... Il a pas gros succès. Voilà, le succès, là, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour ça. Et aussi parce que des morceaux qui devaient sortir sur son album, ils lui ont piqué, ils lui ont mis sur Most Wanted, en fait. Donc ça lui a pas trop plu. Ouais. Ils lui ont piqué ces morceaux qui devaient sortir. Et en fait, ce qui s'est passé, dès qu'il est parti, ils ont sorti 2 albums d'un coup. D'ailleurs, on sortait 2 albums, comme ça on ne paye pas. T-Rock, c'est pareil. T-Rock, il devait sortir en 97, l'album, et est sorti en 2003, Rock Solid. Il est comme ça, non. Et d'ailleurs, il est sorti il est même pas sorti sous Hypnotize Minds, le T-Rock. Tu vois, T-Rock, il est flouté. T'as le médaillon Hypnotize Minds, il est flouté. Et il est sorti sur Club Memphis Music. Club Memphis, qui est un club à Memphis,
importants là-bas. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, pas d'Hypnotize Minds, pas de label n'existe pas, T-Walk, on sort comme ça. Voilà. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Et le socle, Juicy J et DJ Paul, à un moment eux aussi, ils ne pouvaient plus se voir. Mais ils sont trop vus, quoi. Ils se voyaient tout le temps, sans arrêt. À force, au bout d'un moment, il y a eu un petit spliff. Donc cet été, il y a eu quelque chose déjà. Déjà, on revient à 2011, suite à Last to Walk, qui est le dernier album où ils sont vraiment les Last to Walk, tous les deux. Il était dur, cet album. Eh bien, Juicy J, à cause des ventes, ils n'avaient même plus le droit d'avoir le nom de tous les Six, etc. Columbia leur avait pris le nom. Juicy J part chez Taylor Gang. Et même après, il a des parts, même en Taylor Gang, avec Wiz Khalifa. Et là, il commence une nouvelle carrière, en fait. Mais on en reparlera beaucoup plus tard. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, en fait. Et cet été, il y a eu un bif. DJ Paul reprochait à Juicy J de représenter Twisted que pour son intérêt, en quelque sorte. Enfin, il y a eu plein d'affaires. Mais après, en disant maintenant, non, je parlais pas de lui. Mais il n'a jamais parlé de lui vraiment, quoi. Mais bon, ça se voyait que c'était lui. C'était lui. Ça, même si c'était pas le nom, on comprenait bien qui c'était. Eh ben, tout ça, ça a fait beaucoup de choses. En tout cas, ils ont fait un album sous un nom Da Mafia 6. C'est ça. Voilà. Et ça, c'était à la demande de Lord Infamous. Donc, où là, il a ramené Coopstar, Gangsta Boo. Donc, il a ramené les autres. Mais malheureusement, il est sorti en novembre de Six Commandments. Mais Lord Infamous est mort en décembre 2013. Suivi de Coopstar, mais après en 2015. Et Gangsta Boo, entre-temps, eh bien, elle se sentait pas à l'aise dans le groupe. Elle est partie. Voilà. On parlera de Gangsta Boo. Voilà, on va parler juste après de Gangsta Boo. Mais tout ça pour dire que sur cet album-là, ils ont amené Bone Thugs and Harmony. Ouais. La réconciliation, qui avait déjà été faite avec Crazy Bone sur Getty Green, l'album de Project Pat, où il y avait un petit featuring avec Crazy Bone. Voilà. Ils envisageaient même de faire des scènes ensemble vraiment et tout ça. Bon, ça s'est peut-être pas fait. Mais donc oui, c'est la réconciliation avec Bone Thugs. Voilà. Ou après, ils disent que non, on ne savait pas qu'ils avaient fait d'autres albums avant, un peu dans le même style. Donc presque ils s'en excusent, quoi. En tout cas, on va écouter un morceau justement où Da Mafia 6 invite Bone Thugs and Harmony. Et le morceau s'appelle Murder on My Mind, je sais pas pourquoi. Qui est une reprise d'ailleurs de Triple Six Mafia. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec Melly. J'ai du mal avec les initiales, ça change tout le temps. YNW Melly. Ouais, parce qu'il y a NBA, il y a YNB, voilà, c'est compliqué. Mais j'adore ce morceau de Melly. Je l'appelle Melly, moi. J'adore ce morceau d'ailleurs, au passage, même si il a fait des trucs bizarres. Mais bon, bref, on est là pour parler de Free Six Mafia, donc on écoute Murder on My Mind. Il y a Space Ghost Corp dessus, donc il y a la suite logique de Tracy. La réalité, le cloud, j'ai du mal à dire son nom, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Space Ghost Corp, je l'ai mal dit aussi. Je ne le dis jamais zéro. Ça, il ça. Il est caché par là. Voilà. On l'a caché. Donc on écoute ce morceau Murder on My Mind, Da Mafia 6 avec Bone Thugs and Harmony et l'autre. Et on revient voilà. Et on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver spécial Free Six Mafia. Murder on My Mind, Da Mafia 6. Ouais. Voilà. Quand ils ont rappelé leur nom. Voilà. Quand ils sont revenus sous ce nom, featuring Bone Thugs and Harmony, on reconnaît les prods de DJ Paul. C'est DJ Paul uniquement. Voilà. Là, du coup. Parce que Juicy J, il est sur l'album, mais en un mort. Okay. Sans être cité. Okay. Tu vois ils ont des relations bizarres. Voilà. Et alors sur ce morceau, la particularité, c'est qu'il y a un sample de Playa Haras, qui est un morceau assez connu de leur période Triple Six Mafia. Et aussi, t'entends les rires de Sweet Robbery que t'entends dans Mystic Styles. Ok, des rappels comme ça. Des petits rappels à chaque fois. Dans chaque morceau, dans chaque album ou morceau, ils font toujours des petites piqûres de rappels. En parlant de rappels, moi juste bien... Pour que vous compreniez l'impact de ces mecs-là, le morceau sur le dernier album de Drake featuring Jay-Z, c'est DJ Paul de Free Six Mafia qui a fait le son. Et là, le morceau qu'on vient d'écouter,
En vérité, vous allez capter les liens qu'il y a entre le morceau de Drake et ce morceau-là, même si la base du morceau de Drake, c'est Dope Man de NWA, donc Dr. Dre à la prod et tout. Mais comment il prend le morceau de Dre, il en fait un truc à la 3-6 Mafia pour finir avec Drake et Jay-Z dessus, pour moi, ça c'est incroyable. Et de toute façon, il y a son tag sur le morceau. Vous entendrez, sur toute l'intro, on entend DJ Paul. C'est 3-6 Mafia. Voilà, c'est important de le dire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Gangsta Boo, qui est un sacré personnage. Voilà, c'est une rappeuse qui faisait donc partie de 3-6 Mafia. Déjà, j'aimerais que tu commences par me raconter cette anecdote où, au départ, elle faisait croire aux gens qu'elle était dans le groupe. Tu m'interpellais au début d'émission. Elle avait 14 ans, donc dans son lycée, elle faisait croire qu'elle faisait partie de 3-6. Et DJ Paul, à un moment, il se demande mais c'est qui il a voulu rencontrer cette fille. Et Gangsta Boo lui a rappé au téléphone pour DJ Paul. Et DJ Paul, de suite, il était fan. Enfin, il a vraiment aimé. Et il l'a intégré dans 666 Mafia. Parce que c'était 666 Mafia à l'époque. Où, justement, la petite anecdote, il y avait Playa Fly dedans, qui s'appelait Lul Fly, qui lui est parti pour des raisons monétaires, mais aussi parce qu'il est devenu musulman. Après, il a fait par la suite Triple Beach Mafia sur ses albums suivants. Par contre, c'est un MC qui est très très respecté à Memphis. Playa Fly. Pourquoi il s'est retrouvé en guerre avec 3-6 Mafia s'il est parti de lui-même? Qu'est-ce qu'il a reproché en fait? Il aura rapproché plein de choses au niveau d'argent, au niveau de plein de choses, oui, tu vois. C'est comme beaucoup d'artistes qui sont partis. C'est clair. Voilà quoi. En revenant un peu à Gangsta Boo. Donc, c'est une rappeuse déjà parce que c'est une rappeuse qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Elle était voyante, remarquante. Et elle sortira donc des albums solo. Moi, j'adore sa façon de rapper. Je sais qu'il y a La Chat aussi. Qui est sur Mystic Styles, sur le morceau Mystic Styles d'ailleurs, qui après elle est partie chez Tommy Wright. Et Tommy Wright est un gars important aussi du game à Memphis, quoi. Qui était en 10 d'ailleurs, un peu avec 3-6, parce que Tommy Wright avait enregistré un morceau avec DJ Paul au tout début, et finalement le morceau n'est jamais sorti. Voilà. Enfin, donc ça a commencé comme ça. C'était à Whitehaven ou Blackhaven maintenant, parce que DJ Paul est de Blackhaven. En fait, il y a beaucoup de quartiers à Memphis, en temps de le dire. T'as North Memphis, South Memphis, Westwood, Arrangement, t'as Fraser, donc c'est vraiment catégorisé par quartier et par style, comme 8 Ball MJG sont de Arrangement, M-Child aussi qui était un rookie chez 3-6, c'était d'Arrangement. Donc t'as South Parkway, t'as SPV Click où t'avais le Fly et Gangsta Black ensemble, c'était un groupe qu'ils avaient ensemble. Enfin, c'est énorme Memphis. C'est clair. C'est toute une façon de vivre. C'est pour ça, si vous pouvez voir des documentaires sur 3-6 ou sur 8 Ball et MJG ou sur la ville de Memphis aussi. Voilà, tous les producteurs. Vous allez découvrir Memphis. C'est énorme parce que t'as plein de producteurs. T'as Maceo qui travaille avec Tommy Wright, t'as Blackout, t'as Squeaky qui était en 10 avec DJ Paul. Skinny Pimp était au début avec Squeaky. Et après Squeaky, Skinny Pimp après était bien avec DJ Paul. Après faire des morceaux contre Squeaky. Enfin, c'est que des trucs comme ça. un grand bordel. En tout cas, voilà. Gangsta Boo, donc, voilà, elle avait cette façon de rapper assez dure en même très temps. Particulière. En même temps, il y avait des trucs. Et avec des lyriques. Il y avait des trucs. À Mystic Stars, elle avait beaucoup de lyriques. Très sexuels aussi. Dans ses textes, tout ça. Mais c'était un tomboy au début, Gangsta Boo. Elle s'habillait vraiment en garçon manqué. Mais tout doucement, très sexy. Tout doucement, elle est allée. Sa féminité. Voilà. Je suis désolé. Sur un Crying Man, sur Wandom Dollars Heart, et puis aussi avec le morceau Remember Ballin, avec Indo G, où dedans déjà on la voit en robe et tout, donc on la voit différente. Et ensuite, bien sûr, l'album Boss World 69, qui est le dernier album chez Hypnotize Minds, et après elle part d'ailleurs de 3-6. Et Gangsta Boo avait une particularité, c'était vraiment gangsta, quoi. C'était vraiment un peu comme La Chat, comme d'autres, à Memphis, Princess Loco ou Boss Beach, qui avait aussi ces flows-là, ou ce son-là rough un peu, ou d'autres, MC Money, Gangsta Gold, qui était avec DJ Sound. Enfin, il y avait quand même pas mal de rappeuses à Memphis, mais elle, c'était la plus exposée. Et ce qui s'est passé, en fait, lors de son départ, c'est qu'ils ont signé de suite La Chat. Et donc La Chat, c'est donc 2001, Murder She Spoke, et de suite ils ont mis The Queen of Memphis.
Voilà, c'est que des trucs comme ça. Ils l'ont Moi, mis personnellement, j'ai toujours préféré Gangsta Boo à la chat. Toujours. Mais bon. Voilà. Je comprends qu'elle c'est différent. Ouais. Je comprends que ça l'énerve. Elle avait fait un très bon morceau, la chat, avec justement Tommy Wright sur On the Run. Mais oui, Gangsta Boo, c'est vraiment la figure de 3-6 emblématique quand même au niveau, je veux dire, même elle a fait vendre beaucoup aussi. Bien sûr. Le groupe. Moi, je regardais les interviews quand ils étaient en froid, quand elle avait donc quitté le groupe, et elle disait que elle et DJ Paul, via des interviews, ils disaient des trucs très durs. Ils se battaient des fois. Voilà, ils se battaient. En fait, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle est tombée en dépression. En fait, DJ Paul, Juicy J, ils avaient un peu tout l'argent et elle comprenait pas pourquoi elle, alors qu'elle était un membre du groupe depuis le début, elle n'était pas payée à sa juste valeur, ou payée autant. Et donc à force, elle est partie et ils ont fait croire que non, elle est partie parce qu'elle voulait faire du gospel. Ils sont trop mauvais. À chaque fois, ils trouvent des trucs. La chat de Queen of Memphis. Après, elle est partie pourquoi elle voulait faire du gospel. Mais le problème, donc ça, c'était pour que les labels ne la signent pas. C'était pour que les labels ne la signent pas. Clairement. Donc elle est tombée en dépression et Gangsta Boo disait oui, ils m'ont modelé à un âge où j'avais que 14 ans et DJ Paul, il m'a modelé en quelque sorte. Elle disait ils ne payent pas leurs artistes, mais non seulement ils veulent pas des artistes qui sont intelligents en termes de business. Skinny Pimp avait dit pareil dans le même style, ne mélange pas notre vie personnelle à nous et le business et tu vois faire des coups par en dessous comme Nicky Scarfo, comme Nick Jackson, c'est pareil. C'est la même chose qui s'est passé avec les autres, quoi. C'est fou. Comme Crunchy Black aussi, finalement, je voyais Gangsta Boo et disait en gros qu'avec DJ Paul, c'était très tendu, c'était la guerre. Mais quand on le disait avec Juicy J, elle disait Juicy J, c'est simple, on se calcule pas. Il y avait un gros bif. Voilà, et eux, ils ont arrêté de se parler. C'est du genre, tu demandes à Juicy J, Gangsta Boo, je ne connais pas cette femme. Gangsta Boo, Juicy J, je ne connais pas cet homme. Eux, ils disent, on se calcule pas. Il dit, par contre, en vérité, disait que le fait que ce soit aussi tendu avec DJ Paul, c'est qu'il y avait de l'amour en vérité. C'est que ils ont dû sortir ensemble à l'époque, au tout début, je pense. Ils l'ont jamais avoué, mais c'est évident. Je pense, parce qu'elle disait toujours, il m'a fait tout ça, mais je l'aime quand même, en fait. C'est ça. Malgré tout, je pense qu'il y a un rapport passionnel entre eux, et c'était ça protégeait en quelque sorte lui. Et donc voilà, il y a ça. Alors la chat aussi avait dit après, ils me doivent des millions de dollars qu'elle n'a pas eu. Allez, la belle américaine, c'est quelque chose. Mais bon, elle est comment bien avec eux sur ma face X après. Oui. C'est bon. C'est comme Skinny Pimp, qui est revenu un peu. C'est l'Amérique. Honnêtement, le nombre de personnes qui disent il m'a volé, je le déteste, il faut qu'il meure. Et ensuite, on les revoit ensemble en train de sourire, elles se retrouvent en studio, tout ça. C'est de l'histoire du rap américain. Donc, il n'y a rien de nouveau sur ça. On approche vers la fin de l'émission. Comme vous le savez, ici, il y a l'émission que vous entendez et il y a ce qui se passe hors antenne. Il y a le side group qui est pas. Donc voilà, et hors antenne, Sinista m'a raconté une anecdote incroyable, horrible, mais pour moi c'est tellement horrible qu'il faut la partager. Donc si tu peux nous parler de cette anecdote par rapport à Lord Infamous, Rest in Peace, God Bless the Dead. Yes. Rest in Peace, Lord Infamous. Eh bien, quand Lord Infamous est mort, DJ Paul a mis les pleins feux sur Lord Infamous. Étrangement, parce que bon, après, avant il n'en parlait pas trop. Bien que quand il est parti du groupe, il a quand même eu 9 titres de Lord Infamous sur le DJ Paul Skeleton. Mais quand il est mort, ils ont fait une tournée dans la MFSX et ils ont amené un cercueil avec en fait un mannequin dedans. Et ils ont dit que c'était Lord Infamous, qui était congelé, mais c'était pendant longtemps. Et ils ont dit oui c'est compliqué. C'est tout un service de frigorifique et tout ça. Et ils sont complètement malades. Et donc il le présentait le cercueil sur scène. Non mais voilà. C'est fou ça. À chaque fois. Et après bon, on s'est dit non c'était un mannequin. Ouais, c'est Gangsta Boo quoi qu'il a dit d'ailleurs. Ça se trouve il l'aurait même pas dit. Il l'aurait pas dit. Il aurait si peut-être pas dit. Dit, c'est qu'il l'aurait pas dit. C'est elle qui l'a dit. Non mais c'est horrible. C'est horrible. Seulement aux États-Unis qu'on dirait Childish Gambino. This is America.
Pour terminer cette émission, j'aimerais quand même qu'on parle de Juicy J, même si tu en as parlé vaguement tout à l'heure, en disant qu'il était parti chez Taylor Gang, donc le label de Wiz Khalifa. Et pour moi, il a maintenu la barque parce qu'au niveau mainstream, il restait que lui finalement. Et, c'est lui le last man standing finalement. Voilà. Pour le coup. C'est clair. Et en termes de vente, hein. Bien sûr. Et ce qui est dingue, c'est que moi, au début, quand je vois qu'il signe chez Wiz Khalifa, je me dis, le jeune Wiz Khalifa. Ok. Moi, je le vois vraiment comme un mouvement pour de l'argent, en fait. Ça arrive que tu sois un artiste, tu sois beaucoup plus vieux et que tu signes sur le label d'un rappeur-producteur qui soit jeune. Mais en général, c'est ok, j'ai besoin d'argent, ce petit, la lumière, donc voilà. Donc moi, je l'ai vu comme un move comme ça. Et en fait, tout doucement, il a commencé à envoyer des tapes, des morceaux, des singles, tout ça, et ça a commencé à vraiment prendre. Et les gens attendaient réellement l'album de Juicy J. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était devenu le préféré de 36 Mafia. Et après, à ce moment-là, l'album arrive. La nouvelle génération qui le découvre, en fait. Ouais, mais quand l'album arrive, l'album que j'achète directement en CD, je regarde derrière et je cherche le logo de Taylor Gang et il n'y a pas. Je me dis, mais quelle est cette arnaque, en fait? Alors, quand on l'a interviewé, il a dit non, j'ai des parts dans Taylor Gang, c'est mon crew. Ça veut dire que dès qu'il y a des mixtapes, Taylor Gang, ça, il est là. Mais mon album, je l'ai signé directement au Major et tout ça via son label. Moi, j'ai eu l'impression qu'il s'est refait avec Taylor Gang. À un moment où il a eu une opportunité de signer directement au Major via son propre label, il l'a fait. Et voilà, mais il est resté cool avec Wiz Khalifa. DJ Paul disait la même chose, il faut mettre des œufs dans différents paniers, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il a fait. Exactement, c'est leur technique. Hein. Et c'est là, pour moi, il l'a joué à l'expérience. C'est là où je me suis dit, c'est un ancien. Il sait comment on fait. Et cet album-là, franchement, moi, c'est une réussite. Et il y a des gros hits, des gros bangers et tout. Et à ce moment-là, il marche sur l'eau, en solo. Et on peut le voir avec Miley Cyrus et Michael Gigolo. C'est son surnom. En train de faire le truc sur les Jordan, là. J's on my feet. J's on my feet. Il est là. C'est des bangers. Hein. Voilà, c'est des gros bangers. Katy Perry. Il est avec on dirait qu'il joue à Bambata. C'est complètement. On dirait Bambata. De le voir avec Katy Perry. Mais c'est vraiment ce truc. Et un peu ce que Snoop Dogg a été avant lui. Ça veut dire. Il a la crédibilité de la rue, on le sait. Mais en même temps, il est devenu cool. Donc, on peut l'amener dans des trucs mainstream et il va se retrouver avec des artistes improbables, mais il sera toujours Juicy J avec sa paire de lunettes. Kanye West et aussi, voilà. Donc voilà, artistes. Pour moi, il est rentré dans cette catégorie-là à ce moment-là, et je trouve ça cool en fait pour lui. Et en plus, il fait vraiment des morceaux de qualité, et je trouve qu'il vieillit pas, aussi bien physiquement qu'en termes de rap. Du coup, comme on dit depuis le début de cette émission, et même dans l'émission spéciale Trap, dans la première partie, on a commencé l'émission avec eux, vu qu'on dit que c'est eux en vérité qui ont inventé la trap dans sa forme. C'était le Get Back Sound, ça a été inspiré. T'as des morceaux comme Get Crunk, déjà en 97, sur Zion, t'as ce côté trap. Donc, comme on dit ça, du coup, aujourd'hui, où on a l'air où la trap, c'est le genre numéro 1, vous croyez quand même pas que Juicy J ou au moins un membre de 36 Mafia va pas se mêler à la fête. Bien sûr. Donc moi, ça me fait plaisir de voir Juicy J qui est là sur des bons morceaux, à droite, à gauche, et il fait ses trucs. Et vraiment, l'album qu'il a sorti, moi, je suis vraiment fan de cet album-là. Ce qu'on peut juste dire sur la trap, c'est qu'il y a d'autres rappeurs à Atlanta, qui ont commencé un peu, c'est The Hard Boys et Ghetto Mafia. Ok. Voilà. Donc qui ont inspiré la trappe par la suite. Alors, eux, ils se disent vraiment être bien sûr, qui ont inventé la trappe. Mais c'est vrai que 36, ils ont popularisé le style cloud. C'est-à-dire que c'est énorme tout ce qu'ils ont eu comme influence sur tout. En fait, beaucoup de choses. 36 Mafia disait, DJ Paul à un moment disait. Avant, j'aimais bien quand la East sonnait East, la West sonnait West, South, etc. Maintenant, tous sonnent comme nous. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est un peu ça. C'est vrai. Et c'est vrai. Ça a l'air prétentieux les Charlets, etc. Mais c'est vrai. Les Charlets que tu l'entendais à Memphis en 90, 91. De toute façon, depuis le début de l'émission, on joue des morceaux qui sont sortis en 95. On reconnaît des trucs dans ce qui sort aujourd'hui. Et petite anecdote sur DJ Paul, il a commencé à rapper en 84, 85.
Et il était fan de LL Cool J, des Beastie Boys, donc il rappait en fait sur les phases B, tout ça. Ok. Et il était fan de... Enfin, il était pas fan. Il aimait MC Shady. Il disait, si ce petit peut rapper, ben moi je peux le faire aussi. MC Shady d'Atlanta. Voilà. En fait, c'est un New-Yorkais ancien. qui déménage à Atlanta et c'est le premier, entre guillemets, rappeur d'Atlanta à sortir un disque. Et voilà. En fait, ok. Et à Atlanta aussi, il y avait Kilo. On peut citer aussi Kylo avec Red Money, tout ça. Et je vois un peu, il l'intègre des fois dans des plateaux d'artistes où il y a des gens de l'époque du crunk ou quoi, et ils intègrent Kilo dedans. Et bon, malheureusement, les jeunes savent pas trop qui c'est et tout, mais on voit quand même qu'Atlanta lui donne encore le respect. Ils savent que c'est un mec très important pour la scène, en tout cas old school d'Atlanta. Mais bon, en tout cas, merci à toi pour toutes tes précisions sur Free Six Mafia. C'était mathématique et on aime ça ici. Merci pour toutes tes anecdotes. On adore. Et Sinista, en fait, c'était en référence à Sinista Funk, l'album légendaire d'Al Capone. Je me posais la question. C'est pour ça que je l'ai fait appeler comme ça. Voilà. T'es un vrai mec de Memphis. Là, c'est clair et net. Parce que pour aller faire des références à un mec comme Al Capone, bien sûr, ou Scarface Al Capone, ça, peu de gens connaissent vraiment ça. Et t'as un vrai mec de Memphis. S'ils font un Silent Flow 2, il faut qu'ils te mettent dedans. North Memphis South, Memphis West, Orangebound. Let's take a trip to the North Memphis Gig Society. Voilà, rien de mieux pour terminer l'émission. En tout cas, j'aimerais qu'on termine l'émission sur un hit. C'est le Ben the Make a Dance comment ça s'appelle, de Juicy J, bien sûr. Et je tiens juste à dire que Jay's on My Feet, c'est sorti après ce morceau, et que si je dis ça, c'est que vous comprendrez que Jay's on My Feet existe parce qu'il y a ce morceau. Voilà, Mike Will Made It de toute façon à la prod des deux morceaux, donc voilà. On écoute ça, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on revient avec la partie 2 de la spéciale 75 Paris, très importante, voilà. Et ensuite, on reviendra à quelque chose de plus... Peut-être, on me demande Nipsey Hussle. Je pense qu'on va faire une émission spéciale Nipsey Hussle à un moment. Yes. Mais sachez que la spéciale Wu-Tang est dans les tuyaux. Tout le monde me demande, ça arrive très bientôt aussi. Voilà, merci à tous, à la semaine prochaine.